Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler de la taxe au carbone. Alors, je vais être très clair avec toi, l'émission va être en plusieurs parties. Et on va attaquer directement, c'était absolument pas prévu, je suis dans une totale improvisation. Au départ, j'avais prévu de faire une émission sur un seul des protagonistes de cette affaire. Mais finalement, au dernier moment, je me suis dit, allez, ça va être génial, on va rentrer dans un gros délire et on va attaquer tout de suite par une mise en bouche. Alors bien évidemment, je vais être très clair avec toi, on parle ici d'une émission qui en réalité est issue du reportage que j'ai vu sur Netflix, The Lord of Scam. Alors mon Netflix, il est qu'en anglais, donc en français, ça doit normalement être Les Rois de l'Arnaque. Ne m'en veux pas si je me trompe. Et ça va traiter de l'arnaque sur la taxe carbone. J'insiste, et c'est vraiment important, avant que je te rappelle l'usage et qu'on attaque cette émission, garde en tête qu'on est réellement, premièrement, donc dans une mise en bouche. Il ne va pas y avoir trop de technique dans cette émission-là, premièrement. Deuxièmement, il serait bien, et c'est aussi pour ça que c'est une mise en bouche, qu'entre cet épisode et le prochain, tu aies pris le temps de regarder Les Rois de l'Arnaque sur Netflix. The Lord of Scam, bon, c'est comme ça que moi je l'ai regardé en français quand même, parce que quand j'ai cliqué c'était en français, je me suis dit ah tiens, c'est donc un documentaire français. Et je me suis éclaté, j'ai vraiment adoré. Et avant, comme d'habitude, je dois te remercier. D'abord pour tous les sujets que tu m'envoies, tous les sujets que tu me soumets. Pense et continue à me laisser des messages, une note, là où tu écoutes le podcast, c'est ce qui m'aide le plus, c'est la seule manière de le référencer et surtout continue à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à ces émissions parce que c'est ce qui m'aide encore le mieux. Sinon, tu peux aller sur Immobilier Compagnie dans l'onglet formation, il y a une formation, tu cliques et on travaille ensemble. Sinon, tu vas dans l'onglet livres. Il y a des livres, tu cliques, soit tu les reçois dans ta boîte aux lettres, soit tu inscris ton email pour avoir les 100 premières pages gratuites de devenir riche sans argent. Bref, tu connais la chanson, on ne va pas à chaque fois la répéter, bien que je la répète à chaque fois, parce que pour les nouveaux arrivants, et sans plus de transition, on attaque avec le personnage central du reportage, Marco Mouli. Vous avez monté 2 sociétés, une en France, une dans un autre pays de l'Union européenne. Votre société allemande achète pour 1 million d'euros de quotas carbone sur le marché Blue Next. Comme c'est un échange entre 2 pays de l'Union européenne, il n'y a pas de TVA. Ensuite, votre société allemande revend ses quotas à votre société basée en France. Et maintenant, votre société française revend le tout à Blue Next. Comme les deux sont basés en France, la TVA s'applique et vous recevez 1,2 million. En principe, ces 200 000 euros de TVA, vous devez le reverser à l'État. Sauf si vous disparaissez et que vous renvoyez cet argent dans des comptes offshore. En quelques minutes, vous avez donc gagné, enfin volé, 200 000 euros. Alors ici, avec un schéma très simple, et j'en profite juste pour ouvrir et fermer une parenthèse, la télé a le droit de récupérer des images de Netflix. Mais nous, on ne peut pas. Bon voilà, si tu as la solution, envoie-le-moi parce qu'il y a d'autres émissions que j'aimerais faire sur des reportages que j'ai vus sur Netflix que je ferai, mais comme j'arrive pas à récupérer les contenus, je peux pas les faire. Ça, c'est un appel que je lance. Je sais pas comment ils font à la télé, mais eux, ils ont tous les droits. Mais toi, quand tu utilises des trucs de la télé, t'as pas le droit. Alors, bon, là pour le coup, je risque de me faire retoquer puisque là, je vais utiliser, et je te dis directement, l'interview qu'il y a eu sur Touche pas à mon poste de Marco Mouli. Et je vais donc maintenant t'expliquer ce qui vient ici d'être précisé. Donc là, on vient de t'expliquer très simplement les rudiments de l'arnaque à la TVA. Et pourquoi je te dis que c'est très simple? Parce que dans une prochaine émission, moi je vais rentrer beaucoup plus dans la technique de ce qu'ont fait ces arnaqueurs. Parce que tu verras que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on te dit là. Et ça va être vraiment très intéressant, surtout pour toi. Et surtout d'un point de vue technicité financière. Mais dans un premier temps ici, on va se concentrer déjà sur ce qu'on sait, sur l'arnaque en elle-même. Et sur le fait que, comme tu viens de l'entendre, on achète avec... Alors, je vais commencer par tout le départ. Parce que là, je vais me rentrer dans le truc. D'abord, qu'est-ce que c'est Blue Next? Blue Next, ça a été créé suite aux accords de Kyoto, ils vont en parler tout à l'heure. Et en fait, c'est finalement une bourse d'échange pour tous ceux qui émettent du CO2 de façon anormale pour limiter justement leurs émissions de CO2. En fait, pour se vendre entre eux finalement les émissions non utilisées. Alors, je vais m'expliquer, on va essayer de mettre des explications plus claires là-dessus pour que vraiment tu comprennes bien, même si on va pouvoir en reparler dans un instant. En gros, imagine que moi, par exemple, j'ai une usine et que tous les ans, je relâche 100 grammes de CO2. C'est complètement utopique, mais on va avec une usine, mais tu m'as compris. Je relâche 100 grammes de CO2 dans l'atmosphère.
Et toi, tu as une usine qui relâche 1 kg. Et donc, tu comprends que moi, il me reste 900 grammes par an disponibles dont je n'ai pas besoin en fait. Eh bien, le Blue Next permettait à moi, à ma société, de te vendre à toi qui utilise le quota total, les 900 grammes que je n'utilise pas pour à ton tour les utiliser. Ça pénalise du coup les sociétés qui surconsomment et ça permet aux sociétés qui ne consomment pas d'encaisser de l'argent d'une autre manière. Va pas me demander pourquoi à l'époque, d'ailleurs dans le reportage je t'invite vraiment pour bien comprendre tout ce dont je vais parler à regarder le reportage sur Netflix si tu as l'occasion. Dans le reportage sur Netflix, il y a Nicolas Hulot et je t'avoue que moi ça m'a fait énormément de peine. Nicolas Hulot intervient et dit bon ben voilà, nous quand on a fait tout ça c'était pour sauver la planète. On s'est jamais dit d'abord premièrement qu'il y aurait des gens qui détourneraient le système et deuxièmement on n'a pas pensé en mettant la TVA qu'on allait attirer les fraudeurs à la TVA. Fraudeurs à la TVA que tu vas rencontrer maintenant, dont Marco Mouli fait partie et dont d'autres font partie et qui ont profité d'un système purement financier pour, comme tu viens de l'entendre, profiter de ce système pour détourner de la TVA. Donc comme tu l'as compris, en gros, quand tu as une société étrangère et que tu revends à une société française qui sont à chaque fois tes sociétés, tu récupères la TVA, tu fermes l'entreprise ou tu déplaces l'argent dans une autre structure pour encaisser cette TVA et ne pas la donner à l'État, en bénéficier toi et en jouir à titre privé en lieu et place de l'État qui aurait dû la collecter. À partir de là, on part sur ces bases-là. Je vais considérer que tu as compris les rudiments de l'arnaque à la TVA et on va pouvoir avancer maintenant dans les deux personnages que sont Marco Mouli et la personne qui est aujourd'hui ici sur le plateau qui vont ici répondre à des questions avec lesquelles je vais interagir et je vais essayer de te familiariser avec ce personnage qui est un personnage intéressant pour que tu comprennes déjà l'affaire et pour qu'on avance petit à petit dans les méandres de ce qui est premièrement l'arnaque du siècle, mais deuxièmement, ça va nous amener, tu vas le voir, sur des terrains financiers que tu ne soupçonnes pas, qui sont très proches, de manière d'ailleurs anormalement proche, de systèmes légaux. Et tu vas voir vraiment, tu vas être surpris de là où je vais t'amener. Vraiment, je pense qu'au final, le montage que je fais là, c'est l'idéal parce qu'on va avancer comme ça par étapes vers le personnage sur lequel je veux absolument te diriger et qui sera le centre de mon analyse parce que, et je te le dis tout de suite pour te faire du teasing, dans cette affaire, il y a quelque chose en tout cas qui m'a perturbé au plus haut point. C'est-à-dire que tu vas le voir, il y a une brochette d'arnaqueurs, mais il y a un arnaqueur, il y en a un de la bande dont on ne parle jamais, dont finalement on a très peu d'éléments et dont surtout, quand tout se lève, quand le voile se lève sur ce personnage, tout s'explique, tout devient plus clair et on y voit beaucoup plus clair. Et ça va te montrer, et c'est le deuxième point, que dans le business c'est comme ça. C'est qu'il y a toujours un élément qui est visible parce que tu verras que, surtout si tu regardes le reportage, il est visible, il est annoncé, il est montré, etc. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, il n'a jamais été mis en avant. Je ne te le dis pas, pour l'instant on se concentre sur Marco Mouli qui est aussi le centre du personnage de Netflix et on avance petit à petit dans ces méandres qui, tu vas voir, sont passionnants. Voilà, alors c'est bien d'expliquer. Alors, Greg Zawi, c'est quoi pour nos téléspectateurs cette histoire de taxe carbone, de cette escroquerie? Expliquez-la, voilà, réexpliquez-la nous pour les gens qui nous regardent. C'est suite aux accords de Kyoto. D'accord, c'est ça. Ils ont décidé d'instaurer un marché de régulation pour les pollueurs. Toutes les usines qu'on voit, là, les cheminées qu'on voit à la porte de Bercy qui envoient de la fumée du CO2. Et l'idée, c'était d'imposer à tous les pollueurs des restrictions de quotas de carbone. Ils ne devaient pas dépasser un certain nombre. Si jamais ils dépassaient, ils étaient obligés d'acheter ce qu'ils avaient dépassé. S'ils avaient fait des efforts pour polluer moins, et l'excédent de quotas qu'on leur avait alloué, ils pouvaient les vendre. C'est ça. Et la faille qu'il y a eu, c'est qu'ils ont appliqué la TVA sur ces quotas-là, qui sont en fait virtuels, parce que quand vous transférez un quota d'un compte à un autre compte, l'échange se fait aussi rapidement que l'envoi d'un SMS. D'accord, donc c'est ça. Voilà. Et donc là, on parle, voilà, là par exemple, on voit une transaction de 200 000 € et c'était comme ça. Il peut y en avoir 3, 4 comme ça dans la journée, ouais. C'est ça, donc ça peut faire des 800 000 € dans la journée. C'est vous qui avez démarré, c'est ce qu'on dit dans le documentaire. Et Marco, après. Alors la personne qui vient de parler, c'est Grégory Zawi, qui est, on va dire, tu vas le voir plus tard dans l'émission, considéré comme étant le cerveau de l'affaire. C'est lui qui lance finalement ce business de l'arnaque à la TVA sur la taxe carbone. Et comme il vient de le dire, et c'est vraiment important que tu le comprennes,
l'arnaque ici, beaucoup se sont concentrés sur la TVA, en expliquant que c'est une arnaque avant tout à la TVA. Mais la vraie arnaque, pour moi, c'est exactement ce qu'ils viennent de te dire. Et c'est ce que moi j'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure. C'est qu'au départ, on a autorisé à des sociétés à vendre de l'air. Mais c'est vraiment ça. Il faut vraiment que tu comprennes parce que tu pourrais croire, et tu vas voir que d'ailleurs c'est rigolo, parce que tout ce que j'ai pu entendre sur cette affaire, personne ne souligne le vrai fond du problème. C'est comme si je te disais que je vais créer une bourse où toutes les nuits où tu ne rêves pas et où moi j'ai rêvé, je peux vendre mes rêves. Ce qui veut dire que je vendrai quelque chose qui n'existe pas. Donc j'encaisserai de l'argent sur une base de quelque chose qui est intangible. Et cette intangibilité de départ, alors je ne sais pas si le mot existe, tu m'excuses, mais c'est ça le problème. Parce qu'en vrai, tu verras, et ça va être vraiment très intéressant, à un moment donné, il va y avoir un échange, et je ne suis pas d'accord avec les analyses qui sont faites. Le fond du problème, il est là. C'est qu'il y a des États qui se sont concertés et qui se sont entendus pour permettre à des entreprises en fin d'année de se dire « Ah ben cette année, regarde, j'ai pas relâché beaucoup de CO2, donc je peux le vendre sur une bourse. » Mais je veux dire, en gros, ça montre aussi la problématique philosophique qu'il y a derrière l'argent. Et c'est quelque chose sur lequel je veux absolument t'amener dans la réflexion. Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, l'argent est tellement immatériel, on s'est tellement habitué à faire des transactions sur du vent qu'on a autorisé des sociétés à vendre du vent? C'est quand même catastrophique. Je veux dire, à un moment donné, moi je peux tout entendre. Ces personnes-là, je ne les cautionne pas, c'est une escroquerie, je ne le remets pas en cause. Mais est-ce qu'au départ déjà, il n'y a pas à mettre en cause aussi une réflexion qui est biaisée? Est-ce que, et ça m'inquiète, moi personnellement ça m'inquiète de dire ça, est-ce que dans la salle, aux accords de Kyoto, il n'y avait pas un mec suffisamment intelligent pour dire « Attendez les gars, vous êtes en train de créer une bourse pour que des gens puissent vendre un truc qui n'existe pas. Qui va contrôler ça ?» Parce que, indépendamment de toute cette histoire dans laquelle on est en train de s'embourber tranquillement, comment tu fais pour contrôler de l'air que tu as relâché ou pas? Même si tu me dis il y avait des trucs qui étaient mis en place, etc. Est-ce que vraiment l'arnaque à la TVA était la seule menace qui planait sur ce truc-là? Je ne suis pas sûr. Au demeurant, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on a une personne, Grégory Zawi, qui a un restaurant, tu vas en entendre parler ici, et qui décide de se lancer dans ce truc-là. Tu verras, il y a des antécédents derrière, rien dans la vie, n'arrive purement par hasard. En tout cas, c'est ce que moi je crois. Je pense qu'après, dans nos vies communes, la tienne, la mienne, etc., il y a un ensemble d'éléments qui se mettent en place, qui s'alignent, appelle ça comme tu as envie, et qui font qu'à un moment donné, les choses se font plus ou moins avec intensité. Et là, en tout cas, à mon avis, tu vas voir que Greg Zawi avait tout ce qu'il fallait dans son entourage pour que ça prenne les proportions que ça a pris. Vous, Marco, au départ, vous dites, vous ne saviez pas ce que c'était en fait l'histoire. Non. J'ai vu dans le documentaire, vous ne savez rien de tout ce qui se passe. Non, vraiment rien. Non mais... Moi, je suis un inféris. Ouais. Et un jour, je suis au restaurant comme ça et je vois des belles voitures passer à une équipe. Ouais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ça pue l'oseille. Ouais. Et je vois un mec qui s'appelle Mike Tweed, qui est mon ami. Et je le vois descendre d'une très belle voiture et je lui dis, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il m'a dit, tout va bien. Donc, j'ai pris un billet, je suis parti quelque part dans un pays. Et j'ai vu que ça se passait très, très bien. Et là, j'ai attaqué, j'ai avancé et voilà, c'était bon, c'était de folie. Mais il y a une chose que je veux te dire, je te tutoie Cyril comme d'habitude, tu m'excuses. Bien sûr, mon Marc. Il y a une chose que je veux te dire, tu sais, on parle de milliards, on parle de tout ce que tu veux, mais il y a trois choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 1 tonne de frais. Mais non, c'est la vérité. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que 200 000 euros, tu gagnes 200 000 euros. Parce que pour mettre de la marchandise sur le plateau, il faut absolument perdre de l'argent dessus. Pour se racheter à nous-mêmes. D'accord? Donc c'est pour ça, 200 000 euros, ça doit laisser à peu près, on va dire 120 000. C'est énorme. Hein? Attends, quoi? C'est énorme. Ah ouais, et les frais? Et mes frais personnels? Non, mais on ne va pas te plaindre non plus, Marco. Attends, c'est pas fini. Ouais. C'est pas fini. Je sais qu'on va pas me plaindre, mais il y a une chose que je vais te dire, c'est que moi, on m'a tout repris. Ouais. On m'a tout repris. Mais vraiment. Toi, comment t'avais gagné? Bah, tu l'as volé. Hein? Comment t'avais gagné? Je ne sais même pas moi-même. Tu sais même pas toi-même? Mais je ne sais même pas moi-même. Tu allais aux prises uniques, quand tu avais besoin d'argent, tu te servais. Ouais.
Tu te servais, voilà, c'était magnifique. Mais le plus important, c'est vrai que j'ai profité d'une situation qui était bonne, qui était vraiment bonne, mais la vérité, j'en ai payé les conséquences. Il faut commencer par le départ et être direct. Tu l'as remarqué, je pense, Marco Mouli, donc là c'est vraiment le personnage central de l'histoire, du reportage Netflix et de l'histoire en général. Marco Mouli, c'est un personnage. À la télé, on appelle ça un bon client. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que Cyril Hanouna, entre autres, l'a invité. D'abord parce qu'ils se connaissent, et ça, il va avoir cœur à le répéter tout au long de l'émission. Ils se connaissent vraiment bien, donc il n'a pas eu, à mon avis, beaucoup de mal pour le faire venir, premièrement. Et deuxièmement, on va le dire aussi directement, je pense que quand tu as ce type de profil, ça génère chez chacun d'entre nous des ressentis, positifs ou négatifs. Je n'ai pas ni d'arrière-pensée dans mes propos. Mais dans tous les cas, positif ou négatif, tu réagis et la réaction, ça provoque l'intérêt. Et donc, je voulais quand même commencer par ça. On a une figure, on a quelqu'un qui provoque des émotions, qui est là ici posé devant nous et qui va faire un petit peu l'amusement, qui va faire le spectacle. Et ça, que ça plaise ou que ça plaise pas ce que je vais dire, ça attire dans tous les cas l'œil des caméras, etc. C'est quelqu'un qui, tu vas le voir, capte l'attention, qui est un peu rocambolesque, qui a les traits surjoués. Et donc, même dans le reportage, en tout cas, moi, j'ai souri à plein de moments. Je l'ai trouvé presque... T'en oublies presque que c'est un reportage. C'est tellement fou, en fait, que tu dis c'est un film. Et c'est pour ça que je pense que ça a aussi bien marché, premièrement. Bon, maintenant, on va se concentrer sur ce qu'il vient de dire et sur ce qui nous intéresse à nous. Première étape, et je trouve que c'est très intéressant, c'est toujours la même chose. Au départ, ça fait rire. Donc, on pourrait faire un parallèle avec plein de choses. Tu vas regarder des gens, ils vont te dire je fais ceci, je fais cela. Tant que le mec roule pas en Porsche, tant que le mec n'a pas une Lambo, tant que le mec il n'a pas réellement un train de vie qui commence à te piquer les yeux, tu rigoles en fait. Ou ça ne te touche pas, tu continues à vivre ta vie. Et comme il dit, il voit passer une équipe. Donc quand il dit qu'il voit passer une équipe, Marco Mouli, c'est quelqu'un qui fait entre guillemets partie un petit peu du milieu. Comme il dit lui-même, c'est un affairiste, mais c'est quand même quelqu'un qui est un habitué aussi des petites arnaques à la TVA. Il a eu plusieurs démêlés avec la justice. Et il faut comprendre que donc il voit passer une équipe, il voit des gens qu'il a l'habitude de fréquenter, qui font des affaires comme lui. Alors des affaires douteuses pour certaines, claires pour d'autres. Hein. Quand quelqu'un comme Marco Mouli te dit je suis un affairiste, ça veut dire deux choses. Hein. Soit je suis dans le légal, soit je suis dans l'illégal. Il peut faire les deux. Et après, selon ce qu'il fait, bien parfois il est dans l'illégal, parfois il est dans le légal. Et là, il voit donc une équipe qu'il connaît, qu'il côtoie, qui roule en belle bagnole et pour qui ça fonctionne. Une équipe qui travaille avec vraisemblablement Grégory Zaouï. Ça, c'est moi qui fais la déduction. À partir de là, il s'intéresse au domaine d'activité. Et c'est comme ça qu'il va basculer. Là où j'attire ton attention, c'est la démarche qui est intéressante. Pourquoi, par exemple, tu t'es intéressé à ce que je fais ? Parce que si j'ai le temps de faire tout ce que je fais dans mes journées, c'est que tu vois bien que je vis de quelque chose. Et que donc tu comprends, même si je ne m'affiche pas, que mes revenus viennent de quelque part. Il n'y a jamais d'intérêt envers quelqu'un ou une activité sans raison derrière. Et c'est OK. Mais sois très vigilant, mais alors très vigilant aux personnes auxquelles tu t'intéresses. Là, ici, on met le doigt sur un vrai sujet de fond qui est comment les gens gagnent leur argent. Comment les gens gagnent leur argent. Comment la personne que tu regardes se finance. Parce que si tu regardes quelqu'un, comme va le faire là Marco Mouli, comme Grégory Zaouï, qui se finance en détournant la TVA de la taxe au carbone et que tu tombes là-dedans, tu vas être dans l'illégalité et tu t'es intéressé finalement à la mauvaise personne. Si tu regardes des mecs comme moi qui t'apprennent à gagner de l'argent dans le légal, peut-être que tu vas gagner moins d'argent que Marco Mouli parce que tu vas voir qu'on parle de montants délirants, mais tu dormiras la nuit. Elle est où la vraie valeur ? Pose-toi toujours, elle est où la vraie valeur ? Demande-toi toujours comment les gens que tu auscultes, auxquels tu t'intéresses, gagnent leur argent. Parce que c'est plus qu'important, c'est déterminant. Maintenant, on va s'intéresser, se pencher sur la deuxième partie de son intervention qui est, alors là pour moi, extrêmement intéressante. D'abord parce que pas vu dans Netflix et deuxièmement parce que là, je risque d'y rester un petit moment. C'est l'erreur que fait tout le monde. D'abord, il commence en disant « Quand on dit 200 000 euros, je ne gagne pas 200 000 euros. » Et là, note pour la suite, au tac, il fait le transfert dans sa tête. Il se tourne vers Grégory, il dit « Tu as 200 000, il reste 120. » Ce qui veut dire qu'il dit
je gagne 200 sur la TVA, mais derrière, avec tout le transfert, donc en fait, tout ce que tu as vu dans le schéma de départ, j'emmène l'argent à un endroit, je le ramène à un autre, enfin bref, le circuit que fait l'argent pour revenir dans sa poche, il ne reste que 120 000 euros avant que je me serve. Et là, j'ai encore des frais. Ce qui fait effectivement grincer des dents Cyril Hanouna, ce que je peux comprendre, mais c'est aussi logique. Sur les 120, il y a encore des frais. Et là derrière, si tu es dans le légal, il y a encore des taxes. Il faut savoir que c'est pareil. Même en imaginant que tu es dans tes sociétés payées des taxes, quand après tu reprends l'argent dans tes poches, il y a encore des taxes. Et ça ne s'arrête jamais en fait. Donc là, il souligne déjà une erreur que fait tout le monde, et je pense notamment avec différentes activités où les mecs te disent « Ah ouais, il a gagné tant ». Mais attention, c'est du chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire que ça marche comme ça. Et bon, bref, là, on est d'accord. Il met le doigt sur un problème qu'on retrouve quasiment partout. Mais là où ça devient hyper intéressant, c'est quand il dit « Attends, il y a un truc que tout le monde a l'air d'oublier et dont personne ne parle jamais dans cette histoire, c'est que pour les avoir, ces 200 000 euros, il faut d'abord perdre de l'argent. » Et alors ça me fait plaisir, rire, et ça me fait doucement aussi, ou plutôt cyniquement rigoler, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Tu veux gagner de l'argent, combien tu es prêt à en perdre? Et ce n'est pas une question au hasard en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne se la posent pas, qui ne la comprennent pas, qui ne l'appréhendent pas. Et c'est pourtant le cœur du truc. Comment tu peux croire qu'à un moment donné, pour faire une arnaque comme ça, il n'y ait pas au départ une mise de fonds? D'où vient cette mise de fonds? Comment il l'a amorcée? Quels ont été ses flux? Alors tu n'auras pas les réponses à ces questions. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que quoi que tu vas faire dans la vie, ne crois pas que tu pourras le faire sans argent au départ. Il va falloir que tu trouves une solution pour avoir de l'argent. Alors, il y en a 1000 de solutions. Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à dire « Ouais, mais moi, si j'en ai pas, nanana, c'est compliqué. » Non, c'est jamais compliqué. Marco Mouli, ici, dans cette émission-là que j'ai choisie, il ne va pas en parler, mais il s'est associé avec 2 autres personnes. Il s'est associé avec Samy Souyed et Arnaud Mimran. Et on va avoir l'occasion de reparler de ces 3 compères. Et je t'insiste vraiment, regarde le reportage Netflix, parce que je n'ai pas envie de te parler du reportage Netflix. Je vais me tenir à ça. Et après, moi, je vais avancer. Dans ces 3 associés, tu verras qu'il y en a 2 dans le reportage Netflix dont on va parler tout le long, et il y en a un dont on ne va pas parler. La suite de l'émission va se concentrer sur ce personnage-là. Ici, ce que je veux te dire, c'est que Marco Mouli avait de l'argent, mais pas assez d'argent pour amorcer l'arnaque à la taxe au carbone. Et donc, je te le redis, il s'est associé pour pouvoir en perdre. Et donc là aussi, je t'emmène sur un terrain qui est très simple, que je répète à longueur de temps. Tous les mecs qui te disent « Ah ouais, l'immobilier sans apport, c'est possible. » Oui, c'est possible, mais sans argent, tu n'en gagnes pas. Et ne va pas croire que tu ne prendras pas de risque. Et là, vraiment, on est au début. Et on est en plein dedans. Et je trouve ça vraiment très intéressant que même dans le monde de l'arnaque, ça fonctionne pareil. Ce qui veut dire 2 choses qui sont capitales. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a toute une tranche de la population qui n'est pas prête à gagner de l'argent réellement à haute échelle. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui ne veulent pas perdre d'argent. Et tu serais même très surpris de voir que chez les personnes qui gagnent très bien leur vie, on retrouve le même profil de gens qui ne veulent pas perdre. Mais ne pas vouloir perdre, ne pas accepter de perdre, t'empêche de gagner gros. Et je ne peux pas t'aider en fait. Et j'ai envie de te dire, et cette émission, je la fais plus pour te bousculer que pour t'aider. Mais si un mec, il faut savoir une chose, Marco Mouli est à la limite de l'illettrisme. Mais ce n'est pas pour le minimiser. Attention, ce mec, c'est mieux compté que toi et moi. Donc ça veut dire que ça me fait rire. Parce qu'il y a des gens qui sont « Ah ouais, tu fais des fautes. » Mais on s'en fout, mec, que tu fasses des fautes d'orthographe. On s'en fout. On s'en fout de ton niveau culturel. Ce gars a sûrement moins de diplômes que toi. Et pourtant, au niveau financier, il est meilleur que toi. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que celles énumérées depuis le départ, le concernant. C'est un personnage. Et c'est quelqu'un de très peu, comment je vais dire, de très peu enfermé dans un carcan scolaire. Et ce carcan éducatif, c'est précisément ce qui t'empêche d'écouter ton cœur, ton éducation, ton niveau de connaissance, ta conscience, la conscientisation que tu as du monde et de l'argent. C'est ce qui t'enferme dans ce que tu es en fait. Et ce gars-là, il est libre de ça. Il en est totalement libre. Et tu vas voir que, on n'est qu'au début de l'émission, mais ce concept de dire
Attention les gars, j'ai perdu avant de gagner. C'est la leitmotiv de Marco Mouli. Et si tu comprends réellement ce truc qui l'anime, tu comprends ce qui te manque pour passer à l'étape supérieure. À l'époque, vous avez accumulé des millions d'euros. Vous avez vécu comme des milliardaires. Moi, il y a un extrait, c'est quand vous allez à Las Vegas, il y a l'avion du Mirage, qui est c'est le plus grand hôtel, voilà, c'est un des meilleurs hôtels voilà, de Las Vegas à l'époque, hein, qui vient vous chercher et vous envoie leur jet privé pour venir. 777. Exactement, pour venir à Las Vegas jouer. Et on va voir la somme que vous avez perdue. Il paraît que vous étiez. En fait, c'était important même de perdre des sommes folles. Ouais. Il paraît que vous avez perdu, on parle de 3 millions d'euros. Ouais, enfin, je sais pas, on n'a pas payé. Ouais. Mais bon, vous avez perdu combien à la table? Tout était gratuit, on était des pigeons. Ça veut dire que les mecs, ils nous invitaient partout pour nous prendre notre argent. C'est-à-dire qu'en réalité, nous, on a fait de carbone, mais tout le monde derrière a fait de carbone parce qu'ils en ont tous profité. Ça veut dire que l'argent est parti. Ça veut dire quand les mecs de Las Vegas, ils nous appelaient les directeurs, ils nous disaient « Allô, tu veux venir, tu joues, t'as une suite, t'as ci, t'as ça, tu fais la fête, ah bah dis. Allez, on y va. Je te prête de l'argent. Ah bon, tu me prêtes de l'argent? Vous prêtez de l'argent? Ils me disent « Tu veux 3 millions ?» J'ai dit « Ouais, t'as pas 5 ?» Je lui dis « C'est quoi le risque que j'ai ?» Il m'a dit « Tu viens plus en Amérique. » Ouais. Je lui ai dit « Ah bon, bah on vient plus. » Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? J'ai gardé ce passage parce que je veux te mettre face aux contradictions d'un côté de Marco Mouli et de l'autre côté, je vais t'alerter. Le passage de Las Vegas, c'est là, ici, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ça n'est absolument pas un passage rigolo en soi, c'est un passage déterminant dans cette histoire. Et on va vraiment en reparler dans les prochains épisodes parce que il faut vraiment que tu le gardes dans un coin de ta tête. Pour moi, c'est un passage important. Par contre, ici, tu vois, je trouve que c'est intéressant. C'est là où tu vois que Marco Mouli, alors attention, je veux aussi être tout à fait franc avec toi. Moi, je regarde des émissions, je les analyse. Ma position est simple en fait. Il faut bien comprendre que quand tu es face à lui, c'est quelqu'un que je vois très bien le type de personnalité que c'est, quelqu'un qui a tendance à attirer l'attention. Et donc, ce sont des gens qui sont difficiles à confondre. Alors que quand on les filme et qu'on analyse ce qu'il dit, on se rend compte finalement qu'il y a des contradictions. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'un côté, c'est pas mon argent, je suis arrivé, oh oui, bon, c'est bon, on m'a dit qu'on me filait 3 millions, j'y t'en as pas 5. Et l'autre côté, il dit, mais on était des pigeons, on voulait nous prendre notre argent et tout le monde en a profité. Donc ça veut dire que d'un côté, il dit, j'ai pas payé, c'est pas mon argent, mais de l'autre côté, il dit, on m'a pris mon argent du CO2. Donc c'est là que tu vois que c'est gris en fait, c'est tendancieux. On a de la sympathie pour le personnage de scène qui est là, qui parle fort, qui parle avec les mains, et c'est rigolo, etc. Bon, ben voilà, pas de problème. Mais d'un autre côté, quand on se penche un peu sur les propos, on voit qu'il y a des contradictions qui sont OK en fait. En soi, moi je ne le critique pas, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a quelqu'un qui dépense et qui dit qu'il doit dépenser l'argent. Et ça, je veux t'attirer aussi je veux attirer ta réflexion là-dessus. Je ne sais pas ce que tu fais comme activité dans la vie, mais quoi que tu fasses comme activité, ça m'amène à une réflexion que je n'ai de cesse de répéter depuis des années que je suis sur Internet, le black. Il y a beaucoup de gens qui font du black, qui te disent oui, moi je fais du black, c'est comme ça que je gagne plus d'argent, etc. Sauf que faire du black, c'est ni plus ni moins que faire ce qu'ont fait ces gens-là. Et j'insiste, hein, c'est vraiment important de le comprendre, c'est-à-dire que si tu fais du black, tu te retrouves non seulement quelque part dans une fraude à la TVA de la même manière, alors pas à la même échelle, mais de la même manière que Marco Mouli ici, mais surtout, et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est que comme Marco Mouli, tu n'as pas d'argent parce que tu as de l'argent que tu dois dépenser. Quand Marco Mouli dit on devait le dépenser, c'était important qu'on le dépense, ben oui, c'était important parce que ce n'était pas de l'argent qu'il pouvait garder en fait. Et ce que tu dois comprendre, c'est que l'argent que tu ne peux pas garder, c'est de l'argent que tu ne peux pas poser sur un compte. Si tu ne peux pas le poser sur un compte, tu ne peux pas t'en servir d'apport pour investir, tu ne peux pas t'en servir comme levier pour aller chercher des placements financiers, tu ne peux pas t'en servir tout court pour justement refaire de l'argent avec de l'argent. Et donc l'argent que tu dois dépenser, l'argent que tu dois garder dans les mains liquide et que tu dois faire circuler, c'est l'argent qui a moins de valeur que l'argent que tu peux replacer, qui peut te rapporter de l'argent derrière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on devait élaborer une hiérarchie de l'argent, et ça me fait rire parce que là, on est vraiment dans des croyances. Il y a plein de gens qui t'ont toujours dit « cash is king ». C'est une phrase que tu as déjà entendue. Avoir du cash, c'est être le roi. Mais regarde, c'était les rois de quoi? De rien du tout. Leur argent, ils devaient le dépenser. Ils ne pouvaient pas le garder. Ils ne pouvaient encore moins le réinvestir. Ils ne pouvaient rien faire. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils ont quand même réussi à acheter des biens immobiliers
On va avoir l'occasion d'en parler. Mais au demeurant, c'est de l'argent qui devait être dépensé. Et c'est ce que je voudrais que tu gardes de cette histoire à ce stade. C'est que oui, Marco Mouli a gagné peut-être plus d'argent que nous tous ici réunis. Mais c'est de l'argent qu'il devait dépenser. Et du coup, ça en fait de l'argent qui a moins de valeur que les plus petites sommes que tu arrives à conserver et avec lesquelles tu as peut-être beaucoup plus de possibilités que lui n'a jamais eu avec cet argent du CO2. Alors, donc cette affaire, c'est vrai que vous savez même pas combien d'argent vous avez gagné. Non. Non. Vous avez fait quoi de l'argent? Vous n'avez plus rien? Moi, je savais que j'allais me faire arrêter. Ouais. Donc j'ai dit, plus j'en dépense. Vous êtes fait arrêter au bout de combien de temps? Alors le problème, c'est que moi, je me suis mis en cavale. Ouais. À cause, je me suis mis en cavale parce que j'ai pris 8 ans. J'ai pris le maximum, c'est 10 ans. Donc sur 8 ans, je me suis dit, bon, la prison, elle va m'attendre. Je peux partir faire ce que j'ai à faire et revenir. De toute façon, les 8 ans, ils sont là. Hein, non, mais vous êtes parti à Rome et puis vous avez pris une photo de vous à Rome et puis après vous avez été rattrapé en Suisse, c'est ça? Non, j'ai fait le tour du monde, madame. Ah, vous avez fait le tour du monde? Le tour du monde, madame. J'ai voulu savoir qu'en cavale, est-ce qu'on pouvait faire le tour du monde? Donc vous avez fait le tour du monde avant d'être récupéré? Beaucoup de choses à dire. Premièrement, hyper important, il ne sait pas ce qu'il a gagné. J'ai forcément, ici je vais faire un rappel de ce qui s'est passé au tout début de l'émission. Quand il entend les 200 000 euros, il calcule en 30 secondes qu'il lui reste 120 moins les frais. Donc il est capable de le dire, mais il ne sait pas combien il a gagné. Je vais te dire ce que je pense directement. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est vrai qu'il ne sait pas précisément le montant qu'il a gagné. Je pense qu'il le sait jusqu'à un certain point. Alors ça aussi, je peux t'en parler. Je vais t'en parler comme ça. En fait, quand tu gagnes de l'argent, généralement, tu as des objectifs de tout un tas de très différents au fur et à mesure que tu gagnes de l'argent. Au début, je vais te donner le cursus global et après, tu comprendras ce que tu comprendras. Au départ, tu regardes tes revenus mensuels parce que malheureusement, on est beaucoup conditionné comme ça. C'est ce qu'on commence par faire. Ensuite, tu regardes, quand tu as dépassé ce niveau des revenus mensuels, tu vas commencer globalement à regarder les sommes qui transitent à l'année. Puis après, à partir d'un certain point, c'est souvent quand il y a les impôts, quand il y a plein de trucs qui se mettent, tu veux plus savoir en fait. Tu te dis bon, ça va, c'est bon là, tout va bien. Donc je sais que je suis arrivé là, la suite c'est plus très grave si je sais pas. Alors c'est très bizarre d'ailleurs. Hein. Donc je pense qu'il sait jusqu'à un point, mais je pense qu'au-delà de ce point, effectivement, il ne sait plus précisément, mais il sait jusqu'à un point. Et le point, ce que je comprends, hein, on est sur des montants à mon avis pas tout à fait compréhensibles pour le commun des mortels. Du coup, il ne veut pas forcément partager le point, mais à mon avis, il a au moins un point en tête. Mais ça reste, attention, hein, je ne connais pas Marco Mouli, ça reste vraiment, comment je vais dire, ça reste personnel ce que je suis en train de te dire. C'est mon avis personnel. Premièrement, je peux avoir tort. Deuxièmement, je ne sais pas si j'ai raison. On est d'accord? Bon, voilà. Ensuite, deuxième partie, quand Mardoché dit en fait, moi j'ai pris 8 ans et du coup, comment dire, la prison va m'attendre, je me bats. Là, ce qui me fascine, c'est sa manière de penser qui est à la fois à contre-courant, à la fois complètement vrai. Pour moi, on est réellement, alors c'est grave hein, parce qu'on est vraiment dans l'arnaque, mais ça montre aussi sur des raisonnements simples que tu peux arriver à penser en dehors de la boîte, à think out of the box, tu vois. Vraiment, alors Mardoché, je l'ai appelé Mardoché parce qu'il s'appelait Mardoché Mouli, que tout le monde appelle Marco. Marco, quand il dit la prison, de toute façon, j'ai pris 8 ans, bon voilà, je les ai, elle va m'attendre. Que je sois chopé maintenant ou dans 3 ans, que je sois en cavale ou quoi, peu importe. La prison, ça sera toujours la même pour moi. Donc autant que j'en profite. Il a été coupé, mais il allait dire j'ai dépensé toute la thune qui restait. En gros, voilà, il a vécu son truc parce qu'il s'est dit foutu pour foutu, yallah, on verra bien comment ça se passe. Donc, tu vois, c'est marrant parce que c'est pas le genre de réflexion que j'aurais eu, c'est pas le genre de réflexion que beaucoup de gens auraient eu, mais ça te montre que ce gars-là, il a une intelligence différente de la moyenne qui l'a amené à un résultat différent de la moyenne. Et je voulais vraiment le souligner, ça résume parfaitement le personnage pour moi. Et il faut que tu le gardes dans un coin de ta tête. Ce n'est pas des réflexions qu'on peut avoir facilement, surtout quand on est conditionné par la société actuelle, mais c'est des raisonnements que tu peux arriver à développer. Et il faut que tu les cultives pour qu'ils naissent en toi. Ok ? Dernier élément, et ça j'ai adoré, c'est toujours pareil, dans la même lignée, mais il dit moi j'ai fait un tour du monde, je voulais voir si en cavale on pouvait faire un tour du monde. Après c'est l'excès, c'est-à-dire qu'on est dans la surenchère. Plus c'est gros, plus ça passe. Et du coup tu te dis, comme il poussait, il a voulu voir jusqu'où il pouvait aller. Où elle est la limite. Et ça aussi,
Oui, alors je sais que les gens qui sont en dehors de l'argent, ils disent « Ouais, tu te rends compte, mais à quoi ça sert ?» Mais ça te montre que quelque part, il n'y a pas de règle. La seule règle de la vie, c'est qu'il n'y en a pas. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Parce que, regarde, et j'aimerais vraiment, c'est des émissions comme ça qui peuvent m'initier des réflexions comme celle-là. Réfléchis 2 secondes. Aujourd'hui, Marco Mouli, il est vu comme il est vu, c'est un arnaqueur, etc. Il a fait des choses illégales, c'est ok, je ne le remets pas en cause. Mais quand Uber, la société Uber, elle arrive en France, elle propose à des mecs d'être taxis sans utiliser les licences et elle les fout hors la loi. Mais là, en fait, il y a un combat juridique qui s'amorce. On est aussi dans l'illégalité la plus totale. Mais pour autant, j'ai envie de te dire, ça a fini par passer. Donc en fait, elle est où la limite de la vie en fait? Je ne suis pas en train d'essayer de faire de toi un arnaqueur, hein, c'est pas ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que derrière tout ça, il y a quand même une chose qui est que on a une vie à vivre et que soyons francs une seconde, si on mesure pas l'argent, si on mesure pas ça, si on mesure la valeur de nos souvenirs, lequel ici, entre toi qui écoutes, moi qui analyse et Marco Mouli qui a vécu une vie délirante, aura les meilleurs souvenirs à sa mort? Après, je dis pas, attends, encore une fois, j'en veux pas de sa vie. Hein. Je ne suis pas en train de t'amener là-dessus. Je suis en train de te dire que tu te mets toi-même, et c'est quasiment certain, tu te mets des limites à toi-même qui sont ridicules en fait. Putain, le mec, il est en cavale et tout. Il se dit, bah tiens, pourquoi j'irais pas tenter un tour du monde? Mais tu réalises le délire. Elle est où ta limite en fait? Je veux dire, tout ce que tu ne t'autorises pas à faire, mais vas-y, déplafonne, fonce. J'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que t'attends quoi? La vie, elle est en train de passer. Il y a des mecs comme ça qui sont en train de la bouffer. Alors, encore une fois, je ne le prends pas en exemple. C'est vraiment important pour moi de le rajouter, de le surrajouter, de le repréciser inlassablement. Parce que ça n'est pas un exemple. Parce que le prix qu'ils ont payé, tous, ne vaut pas la vie qu'ils ont eue. Ils vont te le dire, et je le dis en avance, mais ils vont le dire. Mais il y a quand même un truc à tirer de tout ça. Punaise, il n'y a pas de limite. Et qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Je veux dire, arrête de t'imposer des choses et commence à réfléchir comme Marco Mouli. Commence à réfléchir autrement pour avoir des résultats différents. Si tu continues à faire inlassablement les mêmes choses sans ne tenter, même que, franchement, si tu tentes des choses qu'à 1/10, 1/100 de ce qu'a fait Marco Mouli, c'est obligé que tu aies des résultats différents. Et je ne te demande pas de tenter des choses en mode illégal, non. Adopte cet état d'esprit un petit peu aventureux, tout en restant dans la légalité, et tu verras une vie qui va changer au-delà de tes espérances. Alors, Greg, vous avez été en cavale pendant 2 ans, avant de vous rendre. Ouais, moi je me suis rendu, ouais. J'ai eu 2 cavales. J'en ai une entre les États-Unis et Israël, et une autre à Paris pendant 18 mois. D'ailleurs, tous les procureurs pensaient que j'étais en Israël ou ailleurs, alors que j'étais à Paris, pas loin, me balader, j'avais un scooter. Vous deux, vous aviez déjà fait une arnaque tous les deux, c'était avec des mobiles, téléphones, on en parle dans le documentaire. Et là, le CO2, non, vous moi l'avez je pas savais fait. pas que c'était une arnaque. Moi, je sais, dans le documentaire. Non, je ne savais pas pour de vrai. Je te le promets que c'est vrai. J'ai acheté son restaurant pour savoir qu'est-ce qu'il faisait. Ouais. Ça m'a coûté de l'oseille pour acheter son restaurant. J'ai dit, espérons que c'est vrai. Et lui, après, j'ai vu que c'était vrai. Alors, ici, premier élément, il y a le côté témoignage de Grégory Zaouï sur le fait qu'il était à Paris alors qu'il était recherché, etc. Je ne vais pas appuyer là-dessus pour la simple et bonne raison que ça dénote un petit peu d'une forme d'incompétence de notre système à nous. Premièrement, je suis obligé de le dire, je suis désolé, c'est quand même une réalité. Et deuxièmement, par contre, ici, c'est ce qui va vraiment m'intéresser, c'est la relation entre Grégory Zaouï et Marco Mouli, avec une partie qu'on va voir dans un instant sur les téléphones portables, etc., qui a été leur première arnaque en commun. Ça, c'est un fait qu'on va pouvoir développer dans une seconde. Mais surtout une partie qui n'est absolument pas précisée dans Netflix et qui est vraiment hyper intéressante sur le fait que Marco Mouli rachète le restaurant de Grégory Zaouï pour voir ce qu'il faisait. Ce qui veut dire que, et c'est là que ça devient vraiment très intéressant parce que je veux quand même le préciser, c'est que Marco Mouli avait de l'argent avant de faire toute cette arnaque à la taxe au CO2. Ce qui veut dire aussi, et c'est encore plus important de le préciser, c'est que Marco Mouli n'est pas ce qu'il paraît être. C'est-à-dire qu'on le regarde, ça paraît être un rigolo, il a ce comportement léger qui attire une sympathie,
Sympathie qui nous fait rabaisser notre garde, qui nous fait nous relâcher face à lui parce qu'on se sent, et toute proportion gardée, attention, je ne l'attaque pas en disant ça. Vraiment, ce que je vais dire ici, c'est un ressenti qui, je pense, et d'ailleurs je vais le préciser, je pense que c'est volontaire de sa part, on a la sensation pas de lui être supérieur, mais voilà, il nous met à l'aise et oui, on se dit, bon, il est rigolo. Dans tous les sens du terme, et je pense que c'est là que pour lui c'est volontaire et qu'il en profite. Et du coup, c'est vrai que ça te montre que on est facilement manipulable. Mais vraiment, hein, je le pense sincèrement, on est facilement manipulable. Regarde, remets les choses dans leur contexte. Un mec comme lui, un rigolo, que tu te rends compte qu'il est peut-être un petit peu illettré, il arrive avec une Lamborghini, il te parle, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire forcément que tu es capable de faire ce qu'il fait. Tu vas t'y intéresser, c'est peut-être une arnaque, il va peut-être se servir de toi, et tu vas te retrouver embourbé dans une affaire qui va te dépasser, tout ça pour un jugement qui, j'aimerais le préciser, nous incombe à tous et que nous faisons beaucoup trop tôt, tout un chacun. Ce que je vais te le redire autrement pour qu'on soit bien clair, je pense qu'on se fait un avis sur les choses de façon trop rapide aujourd'hui pour les mauvaises raisons, sur les mauvaises bases de réflexion. Et je crois que tout ça, c'est ce qui nous amène dans des situations, de façon générale, à nous planter royalement. Quand moi je te dis, par exemple, et c'est vrai, hein, j'ai peut-être tort, mais avec mes formations, tu vas devoir bosser, je sais que ça ne fait pas envie aux gens, et je sais qu'il y a des gens qui, quand ils bossent sur mes formations, ils ont des résultats, mais ils doivent bosser. Et donc, du coup, en ayant ce discours-là, je vais attirer beaucoup moins de monde que les personnes qui vont te dire « Putain, viens, ça va être facile, tu verras, ça va être easy, ça va aller vite, et en plus, tu ne mettras pas d'oseille. » Oui, tu vas être plus attiré par ce discours-là, parce que ton jugement, ton envie, ton désir est plus attiré par ce genre de méthode, malheureusement. Et pourtant, ça n'est pas forcément bon pour toi. La preuve ici. Et je crois que Marco Mouli, comme beaucoup d'autres l'ont compris, et en joue. Et la société dans laquelle on vit actuellement, là on a complètement dérivé, je le sais, mais je termine, elle tend à appuyer sur ce genre de comportement, sur ce genre de situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société d'image, de paraître, de réseaux sociaux, de je regarde qui fait quoi, d'argent. L'argent est devenu vraiment au centre de tout. Aujourd'hui, je pense qu'on utilise l'argent à tort et à travers et que franchement, il y a plein de choses qu'on achète qu'on pourrait ne pas acheter. Et je crois que ce mélange-là, l'actualité, fait qu'aujourd'hui, ton jugement, mon jugement sur les choses du quotidien n'est pas le bon. Et là, Marco Mouli, avec Grégory Zaouï, a payé pour voir. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Là, on est dans l'arnaque. Tu vois, tu pourrais te dresser une image édulcorée. Ce détail n'est absolument pas donné dans Netflix, mais il a une importance énorme à mes yeux. Et ça montre aussi, et j'insiste, que Marco Mouli n'est rien de ce qu'il paraît être. Il a acheté un restaurant pour découvrir le montage que faisait Grégory Zaouï. Et essayons une seconde, le passage va être long, je suis désolé, mais de nous remettre dans le système. Grégory Zaouï fait des centaines de milliers d'euros avec une arnaque à la taxe carbone. Marco Mouli veut en être. Essaye d'imaginer. On va transposer. Imaginons que là, demain, tu me vois m'acheter... je sais pas moi, un jet privé, deux jets privés, que je m'achète, donc 2 jets privés, que je m'achète des villas un peu partout, que d'un coup, tu vois vraiment que là, il s'est passé un truc. Tu vas t'intéresser à ce que je fais. Tu vas venir me voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas me dire, putain Nicolas, moi je veux ça. Et moi je te dis, mais attends, mais pourquoi, quel intérêt j'ai à te dire ce que je fais? Et au bout d'un moment, tu es tellement insistant, etc., tu es prêt à payer, etc., je te dis, ok, tu veux savoir? Ben, je te vends mon resto. Et du coup, il n'a pas dû lui vendre une bagatelle, quoi. Il a dû lui vendre le prix. Essaye d'imaginer la situation. C'est ce qui s'est passé. Et là, les deux compères sont assis côte à côte. Tu le vois un petit peu dans l'émission. Je pense qu'il n'y a pas d'animosité particulière entre eux, mais il ne doit pas y avoir d'amitié non plus entre eux particulière suite à tout ça. Et au final, tu comprends qu'il y en a un qui a payé pour voir un prix, qui a vu et qui s'y est mis après derrière et qui allait to the moon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, pour moi, ce que j'essaye de te dire ici, c'est que premièrement, les apparences sont parfois trompeuses et que aussi on se fait souvent berner par notre propre jugement sur les choses et que ce qu'on croit voir n'est pas tout le temps la réalité, premièrement. Et deuxièmement, et ça c'est quand même vraiment, je veux que ça sorte de cette émission-là, même dans le milieu de l'arnaque, il faut payer pour voir. Et dans la vie, c'est comme ça. Tu veux voir, il faut payer. Quand il y a de l'argent en jeu, il faut payer. Tu veux gagner plus, il faut payer. Accepte-le, plus vite tu l'acceptes, plus vite tu gagneras beaucoup d'argent. Alors racontez-nous, cette arnaque de téléphone, c'était pareil, c'était avec la TVA. Hein. C'était le même principe, mais à l'époque, ils qualifiaient ça comme de la fraude fiscale. Donc c'était moins grave.
Ouais. On gagnait pratiquement autant d'argent, mais ça a duré très longtemps parce que bon, ils comprenaient pas. On avait plusieurs coups d'avance sur ça, quoi. Enfin, le système européen, les échanges de biens, tout ça n'était pas encore bien mis en place. Mais il y avait quand même beaucoup d'inconvénients sur cette façon de travailler parce que les téléphones, c'est les produits à haute valeur ajoutée. C'est l'équivalent des iPhones, là, enfin des téléphones, des smartphones d'aujourd'hui. Et on avait des problèmes. Il fallait stocker la marchandise. Il y avait des problèmes de vol. Il fallait la transporter. Il y avait toujours des pertes. Il y avait des risques de braquage. Les marchandises, il fallait les payer d'avance. Donc, quand vous les payez d'avance, des fois, vous avez des fournisseurs qui étaient malhonnêtes. Ouais. Et puis après, quand vous les vendez, vous avez les mêmes problèmes. Pareil, vous pouvez vendre à des gens qui sont malhonnêtes. Après, ça n'avait rien à voir avec le CO2 qui était bien. Non, on gagnait super bien notre vie. On m'a parlé. Alors, je coupe ici parce que la suite va arriver, t'inquiète pas. Mais là, je trouve ce passage très amusant dans le sens où on a presque l'impression que Grégory Zaouï est honnête en fait. On dirait qu'il parle d'un business normal. C'est-à-dire que tout son business reposait sur une arnaque à la TVA. Il faut donc comprendre que finalement, ils n'ont rien fait de plus que… Alors quand je dis ils n'ont, je parle de Grégory et Marco Mouli. Ils n'ont rien fait de plus finalement que ce qu'ils faisaient déjà avec les téléphones dans l'arnaque au CO2. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réinventé la roue. Là, ce que tu es en train d'écouter, comme je te dis, moi ça me fait doucement rigoler parce que vraiment, alors on se faisait voler le matériel, on avait des problèmes de stockage, etc. On dirait presque des problèmes d'un entrepreneur normal, mais ce ne sont pas dans ce cadre-là. Attention, je suis obligé de recentrer le débat. Ce ne sont pas des entrepreneurs, ce sont d'abord des arnaqueurs. Comme expliqué au début de la vidéo, en fait, ils achetaient des téléphones en Angleterre, des lots de téléphones qu'ils revendaient en France. Et au final, il y avait une TVA qui s'appliquait parce qu'ils jouaient finalement d'une problématique inter-pays européen et ils gardaient la TVA pour eux. Ça a augmenté leur marge, mais ce n'est pas honnête. Comme il le dit lui-même, à ce moment-là, cette arnaque-là était qualifiée de fraude fiscale, ce qui est beaucoup moins grave que finalement ce qu'ils ont fait avec le CO2, alors que finalement, c'est ni plus ni moins que la même chose. C'est juste que à ce détail près. Et c'est là où ça devient très drôle, c'est qu'on passe de produits physiques, d'une arnaque sur des produits physiques, à des produits financiers, où il n'y a pas de physique. Donc les marges étaient démultipliées et les problèmes étaient supprimés. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont tout particulièrement apprécié l'arnaque au CO2. Personnellement, je veux quand même te dire une chose qui est très intéressante. Marco Mouli et Grégory Zaouï avaient déjà travaillé ensemble. À ce stade-là, tu comprends aussi pourquoi finalement, quelque part, Grégory Zaouï a peut-être vendu son restaurant à Marco Mouli parce qu'il y avait des antécédents. Parce qu'en plus, il faut quand même le préciser, mais Marco Mouli lui a quand même acheté le restaurant. Et donc, ça a permis que la transaction ça a permis que le transfert de connaissances se produisent. Et surtout, je veux attirer ton attention sur un dernier détail qui, à mon sens, est capital. C'est qu'on est face à deux personnes qui ont de l'expérience. Alors bien évidemment, de la mauvaise expérience, parce qu'on est dans de l'expérience d'arnaque. On est dans de l'expérience sur cette partie-là, en tout cas de l'arnaque à la TVA. Mais on a quand même une expérience dans ce domaine, une expertise. Et là encore, je suis obligé d'insister. On te raconte l'histoire, oui, ils ont fait une arnaque au CO2, tout le monde, et même là, Cyril Hanouna veut recentrer le débat sur le CO2 parce qu'on comprend bien que les téléphones, ça ne l'intéresse pas, mais il faut savoir que sans les téléphones, l'arnaque au CO2 n'existe pas. Et ça, il faut que tu le comprennes. Rien n'est magique. Si je ne fais pas de l'immobilier depuis 15-20 ans, je n'ai pas les connaissances que j'ai accumulées à aujourd'hui. Et je ne suis pas aujourd'hui sur des sujets que tu n'imagines d'ailleurs pas. Aujourd'hui, je travaille sur des dossiers que tu ne peux pas imaginer parce que tu ne peux pas y avoir accès parce que il faut que tu fasses ton expérience déjà au départ pour apprendre à connaître le métier, pour apprendre à t'orienter sur les projets qui sont réellement rentables dans chacune des activités. Et là, ici, pour qu'ils soient capables d'atteindre le haut niveau de l'arnaque à la taxe au CO2, il y a eu quelque part un entraînement, si je puis employer ces termes, qui a été pratiqué sur les téléphones. Et là où finalement on voit un Cyril Hanouna qui balaye de la main, c'est bon, vous gagnez plus d'argent avec le CO2, parlez-moi du CO2. On devrait prendre le temps d'expliquer finalement tout le rouage qu'il y avait, comme est en train de le faire Grégory Zaouï, sur les téléphones, pour aussi apprécier le fait que quand tu as galéré comme ils ont galéré avec le téléphone,
Et quand quelque part tu découvres l'arnaque au CO2, il faut comprendre pourquoi ces mecs-là se sont engagés à fond dans le CO2. Parce qu'ils ont eu tous les problèmes qu'ils ont eu avec le téléphone. Et que comme le dit quand même Grégory Zaoui, malgré tout, on gagnait très bien notre vie. Mais là, ils ont compris qu'en supprimant tous les problèmes liés au stock, au matériel, etc., ils allaient démultiplier leurs gains. Alors tu vas me dire, oui, mais je le comprendrais moi aussi. Mais non, en fait, tu ne le comprendrais pas à la même échelle que eux l'ont compris. Et surtout, le savoir-faire développé avec les téléphones va servir finalement comme catalyseur dans le CO2 et va démultiplier les gains parce qu'il fallait passer par le téléphone pour pouvoir faire beaucoup mieux, beaucoup plus fort, beaucoup plus intensément le CO2. Et ça m'énerve parce que tu vois, finalement, dans toutes ces émissions, on t'enlève la partie intéressante, on t'enlève la partie qui explique comment ils arrivent au résultat. Et crois-moi, moi pour avoir fait, je t'invite à lire mon bouquin Devenir riche sans argent, j'explique que j'ai gagné de l'argent moi aussi avec les téléphones. Hein. La téléphonie mobile aujourd'hui, c'est un produit de grande consommation. C'est aujourd'hui tout le monde a un téléphone. Et même encore aujourd'hui, je reste convaincu que dans la téléphonie, il y a énormément d'argent à gagner. Ils y ont touché, ils y ont goûté, ils ont été dans les téléphonies pour bien comprendre le mode de fonctionnement et après ils sont passés à la sphère financière et ils ont pu apprécier le caractère immatériel de la chose, la rapidité, la vitesse, ils vont en parler dans un instant, et les marges du coup démultipliées sans aucune contrainte derrière. Ce qui te laisse toi aussi comprendre que la finance est un domaine qui rapporte énormément d'argent. Mais ne te leurre pas, et je veux que tu l'entendes. C'est vraiment très important ce que je vais te dire là maintenant, mais capital même. Je ne veux pas que tu crois que parce que ils ont été dans la finance, il n'y a que la finance qui rapporte. Ce que tu dois comprendre, c'est que tous les métiers peuvent rapporter à l'échelle de leur arnaque du CO2. Par contre, toutes les personnes ne sont pas capables de monter un business à l'échelle de ces revenus dont on parle ici, dont ils vont parler dans un instant. Et c'est ça en fait. Et tu dois comprendre que pour arriver à un certain niveau, il va falloir que tu l'acquières la compétence. Et encore une fois, j'insiste, c'est tellement important. Ils n'ont pas fait le CO2 directement. Il y a eu tout un ensemble d'expériences, tout un parcours qui les a conduits à ce résultat. C'est tellement important que j'espère vraiment, mais vraiment, que là, on s'est bien compris, toi et moi, Patrick Magnéto. Il y a un mec, moi, qui m'a dit un jour, avec le CO2, on arrivait parfois à faire de chiffre d'affaires 500 000 euros par jour. Ah non, plus que ça. Plus que ça, ouais. Beaucoup plus que ça. Plus. Ah oui. Ah, combien? Millions même. Oh, en millions. Ouais. Et vous restez combien? Bah, ce qu'il vous a dit, ça dépend. Ça dépend, ouais, une dizaine, enfin, ça dépend où vous vous situez. Moi, j'étais trader. Alors, c'est très amusant, j'interviens très rapidement, on va pas y rester des heures. Là, Grégory Zaoui rentre, on le ramène. Donc, comme je t'ai dit, tu vois, directement, Cyril Hanouna ramène sur le CO2 parce que c'est ça qui les intéresse. Ils veulent leur faire dire des chiffres. Donc là, on a quelqu'un qui explique que, ben oui, on pouvait faire largement plus de 500 000 euros par jour. Il faut que tu saches que tu as des stations pétrolières qui font 500 000 euros par jour de chiffre d'affaires et ça peut aller à des montants bien supérieurs. En réalité, on est sur des montants auxquels on n'est pas très souvent confronté, mais où certains grands patrons sont confrontés quotidiennement. Et là, on sent l'écart. Ce qui m'amuse le plus, c'est qu'on a un Cyril Hanouna qui gagne énormément d'argent, qui essaye de faire parler d'argent des personnes qui, elles, sont réticentes. Et là où, tout à l'heure, Marco Mouli réagit au quart de tour en disant qu'avec 200 000 euros, il me reste à peu près 120 moins mes frais. Là, on a un Grégory Zaoui qui allait dire qu'il reste une dizaine, à mon avis, de millions d'euros à traiter, moins les frais de sortie, d'approvisionnement et de transfert d'argent. Il allait aussi donner une précision sur laquelle on n'aura pas plus d'éléments. Il allait dire qu'il était courtier. On aura l'occasion de reparler de tout ça, t'inquiète pas, il va y avoir plusieurs émissions sur ce sujet-là pour bien que tu comprennes de quoi il s'agit. Ici, j'insiste, mais je couvre vraiment, finalement, c'est pour moi ce que je suis en train de faire là, c'est le reportage de Netflix, mais au travers d'une interview. Je t'invite encore une fois à l'écouter. On continue. Comment on fait pour dépenser autant d'argent? Parce qu'il y a un extrait dans le documentaire, c'est Thierry Smadja qui dit regardez, c'est très compliqué de dépenser autant d'argent tellement ça tombait du ciel en fait, c'est ça? Bah, on pense que ça pouvait jamais s'arrêter. Ouais. C'est tellement simple. Ouais. Pourquoi c'est pas facile? Non, mais attention. De l'oseille. Bah, c'est ce qu'il dit, regardez. Mais il n'y a pas plus facile. Bah, regardez ce que dit Thierry. N'importe quelle personne, il les aurait cachés. Lui, en vérité, peut-être qu'il avait peur. Il voulait les dépenser toute la journée.
Mais c'est dur à dépenser, hein. Ouais. Moi, je te défie, va dépenser 100 sacs, 200 sacs par jour. On y arrive. Alors, C'est surréaliste. Facile à dépenser de l'argent. Moi, je trouve que c'est facile. Après, chacun a sa façon de dépenser. Moi, la vérité, ce moment-là, j'ai frimé. il y a des gens qui disent ils faisaient une énorme escroquerie et au lieu de se cacher, eux, ils étaient en manteau de fourrure sur les Champs-Élysées. Marco Un étant- manteau de fourrure. Non, pas, voilà, mais c'était une façon de parler. Genre, Voilà, voilà. c'est Playboy, quoi. Voilà. Non, il y a dépenser de l'argent, il n'y a pas plus facile. Tu vas à Las Vegas, déjà, ça te coûte une tonne. Alors là, on est dans le sulfureux, on est dans le scandaleux, on est en même temps dans ce qui nous fait sourire, on est en même temps dans ce qui nous fait réfléchir et on est dans vraiment un sujet qui m'affectionne tout particulièrement, l'argent. L'argent, le cœur, l'argent, le truc, la vérité, le truc dont finalement personne te parle. Toi, tu ressens quoi quand on te dit est-ce que tu arriverais à dépenser 100 à 200 000 euros par jour? Mais c'est vrai, hein. Pose-toi la question parce que ça paraît amusant comme ça. Et quand Mardoché il dit en rigolant ah mais ça se dépense facilement et tout, c'est du délire, qui a dit ça? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Alors bien sûr, il a raison quand il dit oui, tu vas à Las Vegas, tu les claques en une seconde. Oui, mais tu vas pas à Las Vegas tous les jours. Je veux dire, il faut comprendre une chose et c'est ça qui est amusant avec l'argent, c'est que en réalité, et je vais quand même le dire publiquement, en réalité, quand tu dépenses de l'argent régulièrement dans quelque chose et que ça devient courant, permanent, que ça devient usuel, le plaisir, l'adrénaline, je ne sais même pas comment dire, le truc qu'il y a autour de cette chose-là disparaît. Je veux dire, quand il dit oh, tu vas à Las Vegas, tu claques tout en claquant des doigts. Oui, mais quand tu le fais une fois, c'est impressionnant et tu te bardes et tu vas dépenser beaucoup d'argent. Mais, il y a un mais qui est hyper important, c'est que tu ne peux pas le faire tous les jours, de la semaine en fait. Au bout d'un moment, comme tout quotidien, si ça devenait ton quotidien, tu finirais par t'en lasser. Et la vérité, c'est que c'est amusant aujourd'hui d'en parler et on le regarde de l'extérieur en se projetant un peu comme un gagnant du loto qui fantasme son gain. Mais si c'était ton quotidien, ça serait ton quotidien au même titre que celui que tu vis actuellement. Tu comprends? C'est-à-dire que n'importe quel quotidien que tu peux me mettre devant le nez, enfin n'importe quelle activité que tu vas me mettre devant le nez qui te fait rêver, si cette activité devient ton quotidien, ça portera le nom de quotidien et ça deviendra ennuyeux. Il y a une phrase que j'adore et que je dis dans un de mes bouquins. Je dis qu'en fait, le bonheur est éphémère, le malheur est éternel. Et je te demande d'y réfléchir et tu verras qu'on peut faire durer le malheur éternellement, mais que le bonheur, tu ne le feras jamais durer éternellement. Tu ne te réveilles pas tous les matins en te disant que tu es heureux. Alors moi, j'essaye de le faire, c'est difficile parce qu'on est heureux, voilà, on se le dit une fois, deux fois, trois fois, mais on n'est pas là en mode à se le répéter toutes les 5 minutes en fait. Et donc, si tu veux, après, il y a un moment donné, tu vas soit déplafonner, chercher tes limites pour claquer ta thune dans des trucs délirants et tu finis du coup dans ce raisonnement-là à comprendre pourquoi il y a des gens qui font des trucs bizarres avec leur argent parce que finalement, quand tu as accès à tout, tu cherches des choses auxquelles tu n'as pas accès. Ça paraît délirant, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose parce que pour le coup, je peux en parler. Moi, il y a un truc que je veux absolument. Un produit de luxe. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je n'arrive pas à l'obtenir. Et bien, je peux te dire que l'industrie du luxe a très bien compris ça. L'industrie du luxe, c'est quoi? C'est une industrie qui a compris qu'il y avait des gens qui ont de l'argent, que ces gens qui ont de l'argent, ils arrivent à tous payer et que donc, en finalement ne pas leur permettant d'accéder à certains produits, ils augmentent la volonté de ceux qui peuvent se le payer, augmentant par là même la volonté de ceux qui ne peuvent encore moins se le payer. Donc, il y a ceux qui n'ont pas l'argent de se payer le truc et qui en rêvent. Et il y a ceux qui ont l'argent mais qui ne peuvent pas non plus se le payer. Ce qui fait que tout le monde veut la même chose. Ce qui fait qu'à l'arrivée, personne n'obtient ce qu'il veut. Et que les rares qui arrivent à l'avoir, ils surpayent le produit pour justement dire à ceux qui ne l'ont pas, regarde, moi je l'ai. Et c'est vraiment, la psychologie humaine est à la base de tout en fait. Et ceux qui ont compris ces méthodologies-là gagnent plus d'argent que les autres. Et là vraiment, pour moi, dans le reportage, c'est très intéressant parce que ce qui attire dans ce reportage, ce qui fait que finalement, on est en mode waouh et ça nous fait rire aussi quelque part, c'est parce qu'on a ce gars, Marco Mouli, avec cette personnalité exubérante qui vit à fond, qui bouffe la vie, qui a l'air de vraiment surfer sur la vague et qui est là et qui a ce même tempérament attachant finalement et où tu te dis mais est-ce que moi j'aurais osé aller jusque là? Et en fait, je vais te dire, ce dont on est en train de parler là, c'est la raison pour laquelle tu dois chercher à devenir riche. Parce que je vais te dire un truc qui est complètement fou, mais tu ne sais pas qui tu es,
tant que tu n'es pas devenu riche, tant que tu t'es pas confronté à un compte avec plein d'argent et où finalement tu peux faire ce que tu veux de ta thune et là tu verras réellement qui tu es. Moi je ne crois pas à tous ces mecs qui disent ouais si tu es un connard tu seras plus un connard si tu es riche et si tu es un gentil tu seras encore plus. Il y a des gens qui disent l'argent accentue tes traits de caractère mais c'est pas vrai, l'argent révèle qui tu es. Il y a des gens, quand ils ont plein de thunes, ils sont radins, imbuvables, débectables et tu peux rien faire avec eux. Et il y a des gens, tu leur donnes beaucoup de thunes, et ben ils deviennent généreux et ils changent. Et en vrai, et puis il y a des gens qui ne changent pas aussi, ça c'est vrai aussi. Mais en vrai, ce que j'essaye de dire, c'est que tu ne sauras jamais qui tu es vraiment tant que tu n'auras jamais vraiment d'argent. Donc tu dois tout faire pour avoir le maximum de pognon possible pour voir réellement qui tu es. Et franchement, de toi à moi, je te souhaite d'atteindre ce point-là. Marco, si vous vous étiez caché, si vous aviez été un peu plus discret, est-ce que vous auriez pu continuer encore des années À quoi? à faire cette escroquerie? Ouais. Vraiment? Ouais, mais d'abord, il y a... Non, mais c'est pas possible techniquement, parce qu'ils ont enlevé. Ils sont aperçus au bout d'un moment, ils ont enlevé la TVA. Attends, ne me dis pas techniquement, ils sont aperçus, il y a eu 40 milliards de personnes qui ont travaillé là-dedans. Avant, ouais, c'est normal qu'ils soient aperçus, mais j'aurais été seul. Elle aurait été belle. Je les aurais appelés, je dis on travaille seul, taisez-vous, vas-y, on est bon. Oui, Non, Benjamin. Le problème, c'est... Qu'est-ce qui est mis la puce à l'oreille des services financiers, de la police, en fait? C'est le train de vie dispendieux ou c'est une enquête poussée? Non, pas du tout. C'est les services du Tracfin qu'ils ont vu que qu'il y avait des... En fait, ça a commencé entre... Enfin, c'est assez technique. Ça a commencé entre la Caisse des dépôts et Bercy, qui demandaient des remboursements de TVA colossaux à Bercy. Ça a éveillé des soupçons. Et après, ils ont ouvert des enquêtes pour comprendre les circuits financiers, où ça allait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sans le concours de... Enfin, c'est pas un concours, mais sans la Caisse des dépôts, ça aurait jamais pu exister. Moi, dans un de mes dossiers, par exemple, la Caisse des dépôts, elle a balancé pour plus d'1 milliard d'euros pendant 1 an sur des comptes en Chine, à Chypre, au Monténégro, enfin dans des trucs... la Chine, c'est même pas un pays signataire du protocole de Kyoto. Ah non, ça... Ils n'ont rien vu pendant 11 mois, ils envoyaient. Ils payaient des comptes dans ces pays-là appartenant à des sociétés françaises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la faille, quoi. Et moi, j'ai fait l'erreur que j'ai eue, j'ai fait une erreur Je d'évaluation. crois qu'ils n'ont pas compris ça. Tu ferais mieux de le répéter, mais bien. C'est très important, ce passage-là. C'est très important. Je veux le raconter, vous allez mieux le comprendre. La Caisse des dépôts, d'habitude, quand on fait une affaire dans le téléphone, il suffit qu'on fasse 100 000 euros de chiffre d'affaires, le Tracfin arrive, il nous bloque l'argent. Même pour moins que 100 000. Hein. Oui, bon, là, c'est un petit peu, t'es en train, tu vas pas... Il y a un truc que je vais te dire. Donc, la Caisse des dépôts nous envoyait dans un compte à Hong Kong 10 millions d'euros plus la TVA. Ça veut dire qu'en réalité, c'est, avec tout le respect que je dois pour la Caisse, c'est des abrutis, ou alors ils l'ont fait exprès. Mais il y avait un problème, c'était pas possible. Les gérants, ils avaient 20 ans, ils savaient même pas parler. Il n'y avait même pas d'enquête ni rien. Donc c'est vrai que quand tu disais le carbone, pour moi, c'était pas facile. C'est Dieu, il m'a appelé, il m'a dit va là-bas, va faire ça et c'est bon. Voilà, t'aimes. Il n'y a pas d'affaire. Le téléphone, ça a été un boulot, ça a été un vrai travail. Fallait se lever. Le carbone, c'était beaucoup plus facile. Non, c'est-à-dire qu'il y avait tous les avantages sans les inconvénients de la téléphonie mobile. C'est ça. C'est-à-dire que quand on achetait des quotas carbone, on payait à la Caisse des dépôts, on était sûr de ne pas se faire planter, on était sûr d'être payé. La livraison, elle était instantanée. Ça allait à la vitesse de l'envoi d'un SMS. Hein. C'est instantané. Et quand on se faisait payer, après, on revendait à la Caisse des dépôts les mêmes quotas plus TVA. Ils nous payaient instantanément. On était sûr de ne pas se faire planter. C'est ça que j'ai trouvé fascinant. C'était tous les avantages sans les inconvénients de la téléphonie mobile. Passage très technique. On va un petit peu s'amuser, toi et moi. On va faire ta culture générale. On va parler de pas mal de choses. Donc accroche-toi, reste bien assis. Ça va être sympa. Alors déjà, il y a quelque chose sur lequel, dès le départ, Grégory et Mardoché ne sont pas d'accord. C'est que d'un côté, on a Grégory qui dit « tu n'aurais pas pu continuer parce que la TVA, elle a été supprimée au bout d'un moment ». Et Marco, il dit « si, s'il n'y avait pas eu autant de monde, j'aurais pu continuer si j'avais été seul ». En réalité, cet échange est très intéressant parce que ça doit te faire comprendre quelque chose, c'est que c'est le volume qui déclenche le contrôle. Ce que tu dois tirer de cette affaire, c'est vraiment, on est dans le cœur de l'affaire là. Ce que tu dois retenir de tout ça,
c'est que c'est le volume d'affaires qui déclenche le contrôle. Moi, j'aime à rappeler à mes élèves, et d'ailleurs à tous ceux qui travaillent avec moi, que dès que tu commences à encaisser 300 000 euros sur un compte, il faut que dans ton esprit, tu aies conscience que tu vas commencer à éveiller les soupçons. C'est intéressant parce qu'à un moment donné, Marco, il dit, dès qu'il y a 100 000 euros, il y a Tracfin qui arrive, et l'autre le reprend en disant, non, il arrive pour moins que ça. Moi, je vais te donner mon opinion, c'est 300 000 euros encaissés après paiement des impôts. Donc, ça veut dire que quand ta marge nette opérationnelle avant bilan de fin d'année ou impôt sur le revenu, donc tu as payé tout ce que tu devais, il te reste 300 000 euros dans les poches, tu peux considérer qu'on va venir te voir, on va venir te faire un petit coucou. Premièrement. Deuxièmement, le volume déclenche le contrôle, alerte le Tracfin. On va parler de ce qu'est Tracfin maintenant dans un instant. Mais ce que moi je veux que tu retiennes, c'est donc bien ce qu'a dit Marco et il a raison. C'est que s'il avait été seul, tranquille dans son coin, avec des volumes raisonnables, Blue Next, donc la bourse d'échange de carbone, serait toujours en place. Marco ne serait pas sur le plateau de Cyril Hanouna. Il serait sûrement avec Cyril Hanouna en train de boire des coups et de continuer à faire la teuf en permanence. Et personne n'aurait rien vu. Donc garde ça en tête, c'est vraiment important. Si j'ai fait cette émission, s'il y a un truc déjà à retenir sur ce premier épisode, c'est vraiment ça, c'est que le volume égale l'alerte. Plus tu vas gagner d'argent, plus on va venir te voir, plus tu vas dégager de marge, plus tu vas attirer l'attention. Sois vigilant. Ok? Donc maintenant, Tracfin, qu'est-ce que c'est? Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. C'est ça que veut dire Tracfin. C'est un service de renseignement français qui est chargé de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et il est rattaché, bien évidemment, au ministère de l'économie et des finances de notre beau pays. Alors, globalement, Tracfin, tu peux y être confronté. Ça peut être lié à pas mal de choses. Vois-le comme un organisme qui s'enclenche ou qui se déclenche, je ne sais pas comment il faut que je dise d'ailleurs, dès qu'ils vont avoir des soupçons par rapport à une somme que tu vas pouvoir encaisser. Typiquement, un truc que tu vas peut-être vivre, surtout si tu es investisseur, c'est d'où vient l'argent, justifiez-moi la provenance des fonds. Particulièrement en immobilier, on aime bien aujourd'hui savoir d'où vient l'argent. Ce n'est pas Tracfin, c'est la provenance des fonds, mais Tracfin peut avoir un lien avec tout ça, d'accord ? Donc l'idée, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'il y a différents échanges qui vont se produire entre les services. Alors quand je dis les services, ça peut être l'État, la banque et le notaire par exemple, quand on va prendre pour nous. Et leur objectif, c'est de s'assurer par exemple que l'argent que tu amènes dans une opération immobilière, ce n'est pas du blanchiment de fonds. Ok ? Tracfin, c'est un organisme qui va traiter avec différents services étatiques, comme notamment l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qui est assez connue par rapport à nous, les investisseurs, pareil, parce qu'en général, si tu es investisseur immobilier, tu vas être aussi investisseur sur les marchés financiers, la crypto, la bourse, etc. Donc, tu connais l'AMF. Après, il y a d'autres organismes moins connus, comme par exemple les collectivités territoriales, qui peuvent travailler avec Tracfin. Tu vas avoir l'Office central de répression de la grande délinquance financière. Donc en gros, c'est comment on appelle, les voleurs en col blanc, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. L'autorité de contrôle prudentiel aussi, qui peut être en lien avec Tracfin. Bref, tu vois qu'en fait, on a un organisme qui travaille avec beaucoup de prestataires, si je peux employer ce terme-là, pour justifier la provenance des fonds. Donc toi, il faut que dans tous les cas, en tant qu'investisseur, tu aies conscience de ça. C'est que dès l'instant que tu vas avoir des sommes d'argent importantes qui vont transiter sur tes comptes, il va falloir en justifier. Ok ? Donc, Tracfin, tu vas devoir faire avec. Et il faut que tu comprennes que dans cette lutte contre le blanchiment d'argent, il va y avoir 3 grandes missions qui sont confiées aux législateurs par rapport à tout ça. La réception, alors je te les donne. 1. Réception et protection des renseignements sur les circuits financiers clandestins et les opérations qui pourraient être destinées au financement du terrorisme et au blanchiment de fonds illicites. Ensuite, il y a l'analyse et l'enrichissement de l'information financière reçue au titre des articles blablabla, on s'en fout, et la transmission des renseignements financiers aux autorités judiciaires et services de police judiciaire, administration, services de renseignement spécialisés. Là, le but, c'est bien évidemment, dans le cadre d'un procès, c'est ce qui s'est passé avec eux, d'aller au bout de la démarche. Donc ici, Tracfin s'est enclenché au bout d'un certain temps parce qu'il y avait de très grosses opérations sur la TVA, sur les transitions de fonds que pouvaient réaliser Marco Mouli ou Grégory Zaoui. Mais il nous alerte
sur un élément qui est d'autant plus perturbant à mon sens, à moi aussi, ce qui amène d'ailleurs Marco Mouli à nous faire un espèce de monologue sur la religion où presque il y a vu une intervention divine, tellement à la fois c'était simple et ça paraissait gros. Et d'ailleurs, dans le reportage sur Netflix, tu verras qu'il y a quand même à un moment donné un polytechnicien, je crois, enfin en tout cas une personne assez hautement placée qui reconnaît que l'arnaque était tellement grosse, tellement simple, tellement basique qu'il n'y avait même pas pensé en fait. Et c'est assez fou de parler comme ça. Tu te dis, mais attends, mais comme le dit très bien Marco d'ailleurs, mais comment c'est possible? Soit ils sont stupides, soit ils le faisaient exprès. Je ne peux pas envisager qu'ils soient bêtes à ce point-là. Et ça m'amène sur un élément que je répète très souvent dans ces émissions. On sous-estime toujours la connerie des gens. Je te jure, c'est vrai. Et on va en avoir. J'ai fait cette émission d'ailleurs parce que, et je m'excuse d'avance, mais il y a une remarque qui a été faite sur laquelle on va pouvoir discuter, toi et moi, longuement. Je pense tu vas avoir des réflexions là-dessus. Il y a une remarque qui a été faite dans cette émission qui m'a laissé pantois. Donc on va pouvoir en parler, mais on va en venir au point, t'inquiète pas. Donc la caisse des dépôts et consignations, je ne sais pas si tu connais, mais aussi en immobilier, tu dois absolument la connaître. Alors pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon l'émission va durer trop longtemps, mais la caisse des dépôts est utile dans l'immobilier, mais je me rends compte que 90% des gens ne savent pas s'en servir. C'est assez triste, mais c'est comme ça. Mais elle a des utilités dans l'immobilier, on aura peut-être un jour l'occasion d'en parler, toi et moi, dans une formation, qui sait, Dieu seul sait. La caisse des dépôts, donc appelée caisse des dépôts ou CDC pour les connaisseurs, ça c'est l'abréviation, c'est, comment je vais dire, on peut appeler ça, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie du paysage culturel de la France. Ça existe depuis 1816. C'est vraiment un truc vieux comme le monde, j'ai envie de dire. Donc, elle est placée sous la commission de surveillance qui lui oblige à rendre des comptes au Parlement. Elle exerce des activités d'intérêt généraux pour le compte de l'État, des collectivités territoriales, mais ainsi que des activités concurrentielles, donc commerciales. Je vais te donner juste un exemple pour que tu comprennes. La caisse des dépôts et consignations peut être saisie. Alors saisie, c'est un grand terme, mais par exemple, dans le cadre d'un désaccord, tu peux saisir la caisse des dépôts, mettre de l'argent mettre de l'argent qui est dû, en attendant que le tribunal ou en tout cas la procédure statue en faveur de l'un des deux parties. C'est une manière pour toi en gros de dire je paye ce que je dois mais je ne le paye pas au prestataire parce que j'ai un litige, je séquestre l'argent à cet endroit-là et finalement le temps d'avoir l'ordonnance judiciaire pour trancher à qui revient la somme, à qui de droit revient la somme, l'organisme reste garant des montants attestant que l'argent existe quelque part et qu'il n'y a pas volonté d'usurper, voler, détourner, blablabla. Bref, il est garant. Et dès que l'ordonnance est prononcée, ou les éléments qui permettent de redistribuer la somme à qui de droit, eh bien, la CDC fait le taf. Donc voilà, c'est un organisme réellement, bon, je te laisserai faire des recherches, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je pense que ça suffit à ce stade-là pour que tu comprennes maintenant les enjeux qu'il y a derrière toute cette histoire. Tu comprends maintenant mieux tout ce qui s'est passé. En gros, je te la fais simple, je te la fais claire. C'est la caisse des dépôts. Alors là aussi, je veux quand même aussi parler d'un truc qui va te faire sourire, mais c'est quand même quelque part la caisse des dépôts et consignations qui a permis à cette arnaque aussi d'exister. Pourquoi? Parce qu'elle agissait un petit peu au même titre que le notaire. Qu'est-ce qu'il y a d'excellentissime dans l'immobilier? L'immobilier a des avantages et des inconvénients, mais il y a un énorme avantage en immobilier, c'est que là aussi, tu as un tiers qui s'occupe de te payer. Et comme ils le disent, et ça aussi, ça n'est pas assez mis en avant ni sur Netflix ni nulle part, et c'est pour ça que j'ai choisi TPMP qui est absolument pas mon émission préférée. Pourtant, j'avoue que j'ai rien contre Cyril Hanouna ni contre personne, mais bon, voilà, c'est pas une émission que je regarde habituellement. Bref, j'ai choisi cette émission parce que j'avais l'occasion ici de parler technique. Ici, dans ce dossier, la CDC joue le rôle du notaire. Alors attention, on n'est pas dans une arnaque chez les notaires, etc., mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Les notaires dans l'immobilier nous garantissent le paiement. Moi, je veux dire aujourd'hui, je fais de l'immobilier depuis 20 ans, j'ai jamais eu d'impayé. Je te le dis publiquement, j'ai jamais eu d'impayé en termes de vente sur des gros montants. J'ai eu des impayés de loyer parce que là, il n'y a pas de notaire, on est bien d'accord. Mais j'ai jamais eu d'impayé. D'accord? Donc, ça veut dire que pour eux, il y avait la CDC au milieu de leurs opérations qui garantissait leur paiement. Et ça leur a amené la garantie magique qui a rendu tout ce dossier tel qu'il était. Dans tout le sens du terme. Financièrement, la clé de voûte derrière tout ça, c'est la CDC. Et je trouve ça très drôle que, paradoxalement, ce soit eux qui ont alerté Bercy de la situation. Autre élément important, vis-à-vis de Tracfin. Il y a techniquement quelque chose que je dois t'expliquer, c'est que dès l'instant qu'il y a des comptes à l'étranger, qu'il y a une enquête judiciaire, il faut que tu saches qu'il y en a pour 1 an par société à l'étranger,
pour que la justice française, bon tu connais la longueur de la justice française, arrive à faire le taf. Donc tu comprends pourquoi toute cette histoire, d'abord, a duré si longtemps, 2, est aussi compliquée. Parce que déjà là, quand tu écoutes Grégory Zaoui qui te dit « Ah, ben j'avais un compte au Monténégro, j'avais un compte en Hong Kong, en Chine, etc. » bah, tu comprends que pour la justice française, c'est complètement délirant. Maintenant, ici, et encore une fois, je te le dis depuis le départ, il manque un protagoniste essentiel pour moi qui est la clé aussi de la réussite de cette arnaque, c'est qu'il manque un financier. J'ai du mal à croire, alors là c'est personnel ce que je vais te dire et peut-être que je me trompe, mais j'ai du mal à croire que Marco Mouli, comme Grégory Zaoui, quand ils ont commencé cette opération, après avoir fait une arnaque à la TVA qui se résumait finalement entre l'Angleterre, l'Allemagne, la France et Chypre, ont réussi à monter un montage financier complexe avec des places tournantes comme Hong Kong. Parce que je t'assure, hein, avoir des comptes à Hong Kong, c'est très différent que d'avoir des comptes à Chypre ou en Europe. Bref, je ne veux pas rentrer dans le détail, je veux pas que tu t'imagines des trucs me concernant, ce n'est pas le propos. Là où je t'emmène, c'est que pour moi ici, et c'est pareil dans le documentaire Netflix, il manque un protagoniste. T'inquiète, tonton Nico est là, on va régler le problème dans les prochains épisodes. Mais je voulais quand même te le préciser. Il y a ici derrière un montage très complexe qui a amené à tout ça. Et c'est encore plus drôle parce que comme ils le disent, comment on a pu nous payer en Chine des reversements de TVA pour une société qui n'avait même pas signé les protocoles de Kyoto. Et là, vraiment, je suis d'accord avec eux, c'est lunaire. Tu vois qu'il y a un énorme problème dans le schmilblick, il y a une couille dans le potage. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais il n'y a pas d'autre mot. Tu vois bien que les Jean-François ne savent même pas eux-mêmes comment tout ça fonctionne. Je pense, et c'est très intéressant, j'ai fait une émission il y a quelques temps où je te disais que le tout, c'est de toujours avoir un coup d'avance sur tout ce qui se passe dans le monde. Tu vois très bien qu'aujourd'hui, l'État est largué de tout ce qui se passe dans l'univers en général, notamment à mon avis numérique. Alors je pense, comme j'expliquais sur les impôts dans une des précédentes émissions, qu'ils sont en train de se mettre à la page, mais qu'ils ont quand même encore des trains de retard sur tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, même dans la finance, je pense notamment dématérialisée. Donc voilà, bref, on s'est globalement compris, tu vois où ça doit en venir. Ça m'amène sur un point... Quand même, je vais quand même oser ouvrir la parenthèse et la fermer. Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas la meilleure personne pour te parler de ça. Mais toute cette affaire, à ce stade, doit t'amener à réfléchir sur un sujet relativement intéressant. Enfin, 2 d'ailleurs. Donc le premier, c'est effectivement l'incompréhension générale de l'État par rapport à tout ça. Je trouve que c'est quand même relativement grave qu'on arrive à détourner des sommes aussi folles sans que finalement... personne ne se rende compte de rien. Comme l'a dit Marco, c'est hallucinant. C'est Dieu qui m'a envoyé là-dessus. Ça ne peut pas être autrement parce que je ne peux pas croire que les gens soient aussi stupides. Et donc, il y avait forcément quelque chose derrière. On a presque envie de croire qu'il le faisait exprès. Mais réfléchis-y quand même. Et deuxièmement, et c'est vraiment la parenthèse sur laquelle je termine, pense un petit peu à la crypto. Parce que quelque part, la crypto, c'est quoi? C'est de la finance décentralisée. Et c'est donc l'accès à la population à un univers qui était autrefois réservé à une élite. Et quelque part, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu comprends l'intérêt qu'il y a derrière la crypto. Maintenant, attention, je ne m'y connais absolument pas en crypto-monnaie. Je ne suis ni capable de te conseiller, ni capable de t'orienter. Mais ça vaut peut-être le coup que tu t'y intéresses parce que là, on te parle... Alors, pareil, je voudrais aussi revenir sur l'image du SMS. Il dit, c'était trop facile. C'était juste comme envoyer un SMS, l'argent arrivait à gauche et à droite. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Là encore, c'est un lapsus de langage qui est faux parce que la vérité, c'est qu'on est sur des opérations de compte à compte. C'est ça la vérité. C'est qu'en définitive, on est face à un business d'opération de compte à compte de type opération boursière sur des gros montants. Donc forcément pour eux, c'était comme jouer à un jeu vidéo. On jouait 5 minutes tous les matins. On prenait des millions d'argent qui arrivaient sur le compte. Tout à l'heure, Marco a fait une image en disant « j'avais au préunique, je prends de l'argent à gauche, je prends de l'argent à droite ». C'est exactement ça. Maintenant, à ce stade, tu as tout compris. Il y a un détail qui va rester en suspens que je vais te mettre dans la tête et qu'on va voir plus tard. C'est que, est-ce que tu as quand même réalisé qu'il manque un point? Alors, pour Grégory Zaoui, on a la réponse. Pour Marco Mouli, on ne l'a pas. Je t'explique, tu vas comprendre. Grégory Zaoui, il avait un business, un restaurant. Donc en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on est face à des arnaqueurs. Quand Marco Mouli, à un moment donné, il dit quand on faisait des affaires dans le téléphone, il ne faisait pas des affaires, il faisait des arnaques. Il emploie le mot affaire alors que ce sont des arnaqueurs. Donc quand il voulait faire une affaire sur comment on appelle, sur le CO2, tu es d'accord avec moi qu'il leur fallait un capital de départ?
Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu l'as réalisé seulement? À ce stade, on a fait tout le déroulement, tu as tout compris, mais est-ce que tu as percuté que pour arriver à faire ça, il faut bien un montant de départ? Pour arriver à encaisser les 200 000 euros, tu es d'accord avec moi? Il faut bien avoir 1 million d'euros. C'est-à-dire que si tu as 1 000 euros, tu n'encaisses jamais que 200 euros. Tu es d'accord avec moi que 200 euros n'aurait jamais amené à ce qu'il y ait un film sur Netflix et à ce qu'il y ait un film sur Netflix et à ce que toute cette histoire finisse à la télévision et soit médiatisée. Il y a bien à un moment donné quelqu'un qui a eu ce 1 million d'euros qui a permis d'amorcer les 200 000 qui ont permis après de monter crescendo. Grégory Zaouï, pour moi c'est très simple, il a pris l'argent de ses restos, il l'a détourné, le temps de faire l'opération, il a fait la culbute et puis il a continué. Ok, j'ai compris. Mais Marco Mouli, il a fait comment? Parce que s'il a acheté le restaurant de Grégory Zaouï pour voir comment ça fonctionnait, derrière, il n'avait plus d'argent pour se lancer. Ce que tu vas voir dans un instant, il va l'expliquer qu'il n'avait plus de thunes. Donc tu vois bien que ce puzzle fonctionne, mais qu'il manque une pièce maîtresse qui a l'argent. Marco, tu regrettes aujourd'hui ou pas du tout? Ouais, bah ouais. Il le dit dans le doc. Hein. Pourquoi tu regrettes? C'est la vérité. Pourquoi? Je regrette parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été propres. Et la vérité, sincèrement, moi je suis un garçon, excusez-moi du terme, là je roule pas, là je frime pas. Hein. D'accord. Là je frime pas. Moi j'aime... Non mais c'est la vérité, moi j'aime dépenser l'argent que je gagne. Moi, je sais pas ce qui peut arriver demain. Donc tout ce que je prends, c'est pour le dépenser. Donc c'est pour ça que je dis... Le carbone, il y a eu trop de mauvaises choses autour du carbone. La police, les impôts, quand tu vas par exemple à Chypre, tu vas ouvrir des comptes en banque, pour avoir le token, c'est la chose la plus dure au monde. T'es arrivé à Chypre, bonjour, t'es arrivé dans les banques, on dirait des pizzaiolos. Taken, carbone, c'est-à-dire les pays entiers étaient au courant. C'est comme là, comment j'ai réussi mon histoire, moi c'est grâce à Clapouki. C'est grâce au trader. C'est ça, au trader, on le voit dans le documentaire, tu arrives à joindre un trader, voilà, et c'est lui qui t'ouvre toutes les portes. Non, il m'ouvre rien du tout. Ouais, bon. Je l'appelle, je lui dis allô, monsieur Bernier de la Caisse dépôt des consignations, vous faites la TVA. Ouais. Le mec, je l'ai vu dans le téléphone transpirer, même le téléphone, il y avait de l'eau. J'arrive, je lui dis où vous êtes, il me dit en Pologne. Je dis c'est mon coup de refait. Vous êtes allé en Pologne, au Ritz? Au Ritz. Vous avez un rendez-vous au Ritz? Moi, il me restait un peu d'oseille. Si je passais pas ce coup-là, j'étais mort. D'accord. Et celui-là, il s'est sauvé, il avait de l'oseille, tout le monde avait de l'oseille. J'ai été en Pologne, j'arrive, je suis un mec vraiment pas beau, hein. Mais vraiment pas beau. Hein. Alors ça, bon. Non, on s'en fout pas. Bah, quand même. Parce que non, on s'en fout pas. Parce que tellement qu'il était pas beau, il faisait peur. Non, mais je te le dis. C'est la vérité. Je suis arrivé, je lui dis bonjour, c'était sympa à la perfection. Bonjour, monsieur Bernier, la Caisse dépôt des consignations, vous faites la TVA, donc on est obligé de vous arrêter. Et le mec, il me dit ah non. Je lui dis comment non? Comment on fait? Et il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit, combien vous me donnez? Et là, il m'a dit, on est associés. Et là, la vérité, c'est comme la chanson. Ce même monsieur-là, moi, j'ai retrouvé en 2016 à Fresnes. Ouais. J'étais... Marco m'a mis dans la merde. Il me disait toute la journée, Marco m'a mis dans la merde. Limite, bien. Alors, ici, et je te garde quand même un peu de suspense, le trader dont parle Marco n'est absolument pas la personne qui lui a amené l'argent. Il a été, dans cette histoire, une personne clé et essentielle à l'arnaque, mais ce n'est pas lui qui lui a amené l'argent. Il faut savoir que Marco, quand il va le voir, il lui reste 8 000 euros sur un compte. Hein. C'est-à-dire que quand il dit que c'est son coup de refait, c'est vraiment son coup de refait. Il y a un élément important aussi qu'il dit au départ quand il parle, et ça, vraiment dans Netflix, personne n'en parle nulle part non plus, et c'est très important de le dire. En gros, il sous-entend que tout le monde était au courant de cette arnaque. Les pays. Que tout le monde avait compris que derrière ce truc-là, la taxe carbone, il y avait un panier percé et que finalement, en fait, tout le monde s'en mettait plein les fouilles. Qui a été volé réellement? Je ne sais pas. Tu le verras dans le reportage. De toute façon, la France a perdu 1,6 milliard dans cette histoire. On parle de 1 milliard d'euros qui se sont évaporés dans les poches de on ne sait pas qui. Parce que ça aussi, je vais commencer un petit peu à te révéler des trucs. Désolé si je te spoil. Je t'invite vraiment encore une fois à regarder le reportage. Mais c'est vraiment pas clair en fait. La bande à Marco Mouli fait partie d'une bande. Grégory Zaouï fait partie d'une autre bande. Donc c'est vraiment deux personnages qui ont eu des liens par le passé. Mais dans cette affaire de la taxe au carbone, il faut que tu comprennes qu'ils n'ont pas de lien en soi. Grégory Zaouï est souvent perçu comme le cerveau, mais c'est l'initiateur et la mise en place de Marco Mouli et de sa bande à lui. Parce que tu verras qu'il y a une bande avec Marco Mouli, on va avoir l'occasion d'en parler. Et en fait, c'est Marco Mouli qui est présumé comme étant
sa bande à lui, qui est présumée comme étant un de ceux qui en a pris le plus. Sauf que aujourd'hui, on a globalement 1,6 milliard qui ont disparu, répartis entre plusieurs protagonistes dont on ne connaît pas non plus tous les protagonistes qui ont profité de cet argent. Et on a, je crois, des chiffres que j'ai trouvés entre 300 et 500 millions qui ont été récupérés. Donc ça veut dire qu'il y a 1 milliard de perdus, quoi. En gros, voilà, je vais te la faire simple, un petit peu plus d'ailleurs, plus d'1 milliard qui se balade dans la nature, dans les mains d'on ne sait pas qui. Et là, quand Marco commence par dire c'est sale parce que du coup c'est sale, ça éclabousse à mon avis à très haut niveau, parce que tu vois dans l'affaire qu'il y a des personnes qui sont absolument pas inquiétées de l'opération, tu comprends que voilà, vraiment on a limite choisi les personnes qui allaient tomber au détriment de celles qui n'allaient pas tomber, ou plutôt certaines qui ne tomberont pas. Par contre, c'est vrai que comment je vais dire ça, Marco sur l'histoire avec le trader a joué très gros et a été très fort. Et là, en tout cas, je tiens à le rappeler, on voit vraiment que c'est un arnaqueur. Parce que pour faire ce qu'il a fait, il faut être un arnaqueur. Il a sa victime, il l'a récupérée et puis il en a fait ce qu'il a voulu. Juste, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent sur les réseaux, vous avez l'air fier de votre arnaque. Vous êtes fier ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Non, on ne peut pas être fier de ça. Il y a plein de gens qui sont outrés par. Ils se disent, voilà, c'est des millions d'euros qui auraient pu servir à autre chose. Qu'est-ce que vous dites à ça? Non, il n'y a aucune fierté à ce qu'on a fait. Enfin, moi, en ce qui me concerne, ce que j'ai fait, c'est complètement immoral, amoral. Si c'était à refaire, je le referai absolument pas, parce que c'est pas ça que tu m'as dit. C'est tout. Non. Parce qu'on est devant la télé, tu dis je le referai pas. Mais t'es fier, tu dis que t'es le cerveau. Non, mais t'es fier. Ça, c'est le cerveau. Non, mais ça, il y a. On dit que vous êtes le cerveau de la bande. Ça se voit. C'est ce qu'on dit, oui. C'est ce que les. Vous n'en êtes pas magistrats ont fier. dit. Vous n'en êtes pas fier. De quoi? D'être le cerveau? Non, mais oui, non, mais s'il n'y a pas toi, il n'y a pas de carbone. Et s'il n'y a pas toi, il n'y a pas de film. Ouais, bon, ça. Mais non, mais s'il n'y a pas toi, il n'y a pas de carbone. Chacun son domaine. Non, et toi, Marco, t'es fier? Non, pas du tout. Mais il y a une chose que je veux vous dire. Quand je fais un boulot, je le fais à fond. Donc, quand tu fais une arnaque, tu la fais à fond. Moi aussi. Hein? Quand tu fais une arnaque, tu la fais à fond. Non, quand je fais un boulot. Il y a des drames aussi. Tu sais, il y a une chose que je vais te dire. Il y a une chose. Valérie, je t'adore. Tu sais, il y a une chose que je vais te dire. Je t'adore pour de vrai. Je te le promets que c'est vrai, je t'adore. Donc, on va, dans les paroles, on va bisounours. Il y a une chose que je vais te dire. Ça veut dire. De quoi j'étais en train de parler? Elle m'a fait couper la parole. Non, t'as dit un truc dont je suis fier. Voilà. Non. Vous le faites à fond. Quand vous faites un boulot, quand je fais un boulot, je le fais à fond. Mais non, je ne vois pas le mal autour de moi. Il y a une chose que je vais te dire, tu sais, et c'est vrai, n'importe qui saurait, n'importe qui, je dis bien n'importe qui. Tu sais, quand tu es dans un boulot, tu gagnes de l'oseille comme ça, la vérité, tu vois pas le mal, tu vois que le bien. Mais les hypocrites, tu crois que c'est tes amis. Je pesais 400 kilos, on me disait que j'étais beau. Non. Mais je savais pas que c'était l'oseille qui était beau. Mais je pesais 400 kilos, enfin, tu te rappelles? Bah oui. Oui, tu te rappelles. Toi, tu étais beau en tout cas. Je disais que tu étais beau, moi, d'ailleurs. Non, et voilà, donc il y a une chose que je vais te dire. D'être fier d'avoir fait ça, non. D'avoir fait un bon boulot, oui. Voilà. J'ai laissé ce passage parce qu'il est important et parce que là, on nous rappelle, et c'est la piqûre de rappel essentielle, ça reste une arnaque. Et même si Marco Mouli finit en nous disant quand je fais un boulot, je le fais à fond et j'ai fait du bon boulot et j'en suis fier, ça reste une arnaque. Est-ce qu'on peut parler de bon boulot quand on a fait une arnaque? Je ne sais pas. Par contre, il y a une chose que j'espère que tu as notée dans l'intervention ici, ici de Marco Mouli, c'est tous les tics de langage, toute la façon dont il a de s'exprimer qui façonne quelque part un petit peu le personnage de Marco Mouli et qui te montre à quel point, mais alors vraiment j'insiste, à quel point une arnaque n'est pas bâtie simplement sur la compréhension des choses. Ce qui veut dire, et c'est vraiment important là aussi ce que je suis en train de t'apprendre, c'est que même un empire honnête n'est pas bâti sur la compréhension que tu peux en avoir. Tu peux être le cerveau comme Grégory Isaoui et pour autant ne pas réussir au niveau de Marco Mouli. Ici, j'aimerais que tu apprécies le caractère ironique de la chose, à savoir que c'est Grégory Isaoui qui est à l'origine de tout, qui a mis en place le système, qui l'a découvert, qui l'a partagé. C'est lui qui aurait dû être à la place de Marco Mouli. Mais c'est Marco Mouli, de par son interprétation, excuse-moi le terme que j'emploie, ça fait un petit peu acteur studio, mais de par qui il est, sa philosophie de vie, sa manière de faire et le fait que, soyons honnêtes, c'est lui qui a généré le plus d'argent,
C'est lui qui a les projecteurs et c'est lui qui est au centre de l'histoire. J'aimerais vraiment que tu prennes le temps de réaliser de ce dont on est en train de parler. Le mec qu'on vient d'écouter a été meilleur que le cerveau. Ce qui veut dire que même si demain je te montrais tous les rouages d'un business qui fonctionne et que tu en comprenais toute la teneur, il y a dans le processus de la réussite une partie dont il n'est pas la peine qu'on discute, qui est inhérente à rien que je puisse te transmettre, qui te conduira à atteindre les sommets ou pas. Ta manière de vivre, ton rapport à l'argent, ton rapport aux autres, ta façon d'avancer, tous ces détails qui sont finalement propres à l'individualité, à la singularité de chacun, qui nous amènent au résultat. Et ça, tu peux le tourner dans tous les sens, le Rubik's Cube. Je ne peux pas te l'apprendre en fait. Je ne peux pas le faire à ta place. Ça m'évoque Johnny Hallyday. Johnny Hallyday n'écrivait pas ses chansons. C'était un excellent interprète. J'aimerais vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, tu aies ce genre de réflexion. Tu peux être le cerveau de quelque chose, tu peux être l'artiste qui a créé la pièce exceptionnelle, mais tu ne seras pas le génie reconnu aux yeux de tous parce que tu ne sauras pas la vendre, parce que tu ne sauras pas la vivre, parce que tu ne sauras pas la transmettre, parce que tu ne sauras pas tout ce qui fait que ça va réussir en fait. Et crois-moi, c'est extrêmement frustrant d'être à l'origine de certaines choses et de simplement les voir passer devant soi. Et ça, je ne peux que te mettre le doigt dessus et je ne pourrai jamais faire le chemin à ta place. Ici, Marco Mouli et Grégory Zaouï, l'alpha et l'oméga, les deux opposés de la même pièce, te montrent à quel point ça peut être, et ça doit être d'ailleurs pour Grégory Zaouï frustrant de se dire « Ok, moi j'ai gagné, mais je n'ai pas gagné à l'échelle de Marco. Marco qui a été le deuxième arrivant. » Ce qui, là aussi, nous amène sur une réflexion. Dans mon bouquin « Devenir riche sans argent », je te parle souvent de la prime au premier. La prime au premier, elle a un double effet qui se coule. Premier effet, c'est qu'elle amène au premier arrivant sur un marché la primeur et donc le gain d'argent, mais elle n'amène pas toujours le volume réel de l'argent possible qui lui arrive souvent sur les deuxième ou troisième générations sur le marché. Regarde Facebook, les réseaux sociaux avant Facebook, c'était une chose. Les réseaux sociaux après Facebook, ça en est une autre. Ce qui montre bien que ce n'est pas parce qu'un marché est déjà conquis ou gangréné par des acteurs qu'il n'est pas prenable. Et d'ailleurs, ça m'amène sur un énième élément tout autant intéressant. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es le dernier que demain tu ne seras pas le premier. Ce qui veut dire que ça vaut le coup que tu te battes, ça vaut le coup que tu essayes, ça vaut le coup que tu t'y lances. Maintenant, il faut que tu sois conscient de qui tu es, de ce que tu sais faire et de là où tu vas. Parce que c'est ça qui va te permettre d'atteindre un objectif plutôt qu'un autre. Et c'est ça qui doit aussi définir si tu dois t'associer ou pas. J'espère que tu comprends un petit peu là où j'essaye de t'emmener et ce que j'essaye de te montrer au travers de Marco Mouli et de Grégory Zaouï ici, ce paradoxe finalement où le cerveau lui-même n'a pas atteint le statut de premier qu'il méritait de par la primeur de l'activité qu'il a générée. Ironique mais réel. Et histoire de la vie aussi, parce que je vois trop souvent des gens qui ne veulent pas s'associer, qui ne veulent pas partager, qui veulent tout un tas de choses qu'ils ne peuvent pas avoir, qu'ils prétendent mais qu'ils ne peuvent pas avoir, et qui fait qu'au final, ils passent à côté de leur potentiel parce qu'ils n'ont justement pas compris que leur rôle n'était pas d'être sur le devant de la scène ou etc. etc. Très dur, attention, très dur, ce que je suis en train d'expliquer, à appréhender et encore plus à mettre en place dans sa vie, et pourtant la clé de la réussite. Je peux juste poser une question pour que ce soit bien clair. L'argent, les 200 000 euros, c'est de l'argent donc du contribuable, on est bien d'accord pour être clair, ou c'est l'argent d'une société? L'État. C'est l'État, donc c'est l'argent de tout le monde. Mais Dans nos dossiers, on est parti partout. Alors, ici, c'est particulier. J'ai remonté un peu, on arrive à la fin de l'émission. J'ai pris un autre passage que je vais ajouter dans un instant avant de commenter celui-ci, pour bien que tu comprennes la mentalité de Marco Mouli, c'est important à mon sens. Et là, je m'arrête pour te signaler que la TVA est l'impôt qui rapporte le plus à l'État aujourd'hui. Et même si pour ce coup-là, c'est celui qui leur a coûté le plus cher aussi, c'est considéré comme étant une taxe. Et là, pour moi, j'aimerais… Alors, il y en a qui font la différence entre l'impôt et la taxe. Je ne vais pas rentrer dans ce petit jeu. Ce n'est pas le propos de là où je veux t'emmener. Là où je t'emmène, tu vois, c'est intéressant, c'est que cette taxe, donc la TVA, ici, on a un chroniqueur, Stevie, si je ne dis pas de bêtises, du Loft, qui demande une précision. Et tout le monde lui dit non, mais c'est de l'argent du contribuable. Sauf que moi, j'aimerais ici quand même, je suis un peu gêné avec cette histoire,
souligner un élément qui va peut-être pas mettre tout le monde d'accord, mais qui mérite qu'on y réfléchisse 2 secondes. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée et c'est pris sur les biens et services qui sont mis en vente par des sociétés. D'accord ? Donc les sociétés mettent sur le marché en vente des produits et l'État rajoute, alors demande finalement aux entreprises de collecter la TVA en lieu et place de l'État. Finalement, déjà, l'entreprise, rien qu'en rajoutant la TVA sur leurs produits, elles font déjà un petit peu le travail de l'État que de récupérer une taxe sur le contribuable. Cet argent, après, il est redépensé comme veulent les hommes politiques. Mais là où, pour moi, ça mérite réflexion, c'est que si l'entreprise, elle ferme, si l'entreprise, elle s'arrête de produire le bien ou service en question, tu es d'accord avec moi que la TVA, elle disparaît. Donc pour moi, là, on est dans une réflexion un petit peu vicieuse de mon point de vue, où on s'attribue la propriété de quelque chose que si l'entrepreneur venait à faire faillite ou à s'arrêter de produire, la richesse en question ne serait plus produite. Et là, tu vois, pour moi, on rentre dans des réflexions qu'on n'a jamais avec personne, qui est de se dire, mais est-ce que c'est réellement juste de prendre cet argent? Puisque c'est de l'argent provisoire. Alors tu vas me répondre, mais à ce moment-là, tous les impôts et toutes les taxes sont provisoires, parce que quand le contribuable disparaît, l'impôt et la taxe disparaissent avec lui. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que comment tu peux dire, de manière tout à fait légitime, cet argent est à moi, puisque tu le prends à quelqu'un qui propose quelque chose. Alors après, voilà, on est dans des considérations qui vont très loin. C'est-à-dire que tu peux me dire, ah oui, mais Nicolas, si l'entreprise, elle n'est pas en France, ben, elle n'a pas le loisir de pouvoir proposer de manière libre cet échange entre le consommateur et le producteur, blablabla, blablabla, on pourrait en parler des heures. Mais moi, ce que j'essaye de te souligner ici, c'est que c'est aussi faux, mes propos sont peut-être pas plus justes que de dire que cet argent est l'argent du contribuable. Alors après, bien évidemment que normalement cet argent doit être réinvesti dans des services qui doivent bénéficier aux contribuables. Maintenant la question c'est est-ce que l'argent de la TVA nous revient bien dans les pains en termes de retour sur investissement sous forme de services qui devrait être le cas, enfin tu m'as compris quoi, voilà. Est-ce que réellement on voit la couleur de cet argent? Bref, moi je suis à moitié d'accord avec ce qui a été dit là et tu vas voir que ce que je trouve très intéressant, c'est d'opposer donc cette question, est-ce que la TVA est bien finalement l'argent du contribuable, avec ce que dit maintenant Marco Mouli. Écoute, c'est dit normalement plus loin dans la mission, mais je l'ai mis ici. Écoute, tu vois, ça porte à réflexion. Quand ils vont en campagne, les politiciens, ils prennent 20 millions aux Français chacun. Ils font leur campagne pour de la politique, d'accord? Il n'y en a qu'un qui est président. Le reste ne sont pas présidents. Mais c'est dans la Constitution. Où est leur argent? Oui. C'est dans la Constitution. C'est légal. Oui, c'est dans la Constitution. Moi, je fais partie de la Constitution. Non. Je trouve ça très habile qu'un voleur utilise des voleurs pour se dédouaner finalement de ses actes. Mais ici, Marco Mouli, sa pirouette ne marche pas. D'abord parce qu'elle demande et elle mérite à être, étayée, précisée. C'est ce qu'on va faire toi et moi. Et surtout, comme l'on lui a répondu, c'est autorisé d'un côté. Donc les hommes politiques ont le droit de prendre cet argent pour financer leur campagne, alors que ce qu'a fait Marco Mouli, il n'a pas le droit. Mais ça m'amène sur un point dont j'ai jamais trop l'occasion de parler. Bien évidemment, je ne t'incite pas à être un arnaqueur dans ces émissions, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à apprendre de ces braqueurs des temps modernes en col blanc. C'est que finalement, la notion de droit, de justice, elle est très relative au point de vue auquel on se place. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de te dire, mais vas-y, fais des choses illégales, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Pas du tout. Je suis en train de te signifier très très modestement qu'en réalité, tu as tout intérêt, comme il le fait lui-même, à relativiser certaines de tes actions justement pour les mener. C'est-à-dire à ne pas utiliser, bien évidemment pour faire des arnaques, j'insiste parce que c'est très important, mais à utiliser pour faire des choses. Par exemple, si ton projet, c'est de lever 200 000 euros pour acheter un immeuble, ben pourquoi te cantonner à 200 000 euros? Parce qu'à demander un crédit, ben demande-en 400. Essaye de te faire rêver. Ce que tu dois retenir de l'intervention de Marco Mouli, c'est que Marco Mouli se dit, mais attends, les hommes politiques nous volent, alors moi je peux aussi un petit peu voler, finalement, c'est pas grave. C'est son comportement dans l'illégalité qui n'est pas normale, mais ce même comportement dans la légalité peut être tout à fait normal, même sain, et même t'amener au-delà de tes espérances. Alors vas-y, fais comme lui,
pousse le bouchon, pousse la réflexion. Au lieu de te dire, allez, je fais un premier achat à 50 000 euros, dis-toi, allez, pourquoi je ne ferais pas un premier achat à 200 000 euros? Au final, ce que j'essaye de te montrer, c'est que même si les intentions sont mauvaises, la finalité dans la démarche, si c'est fait intelligemment, ça peut t'apporter de gros résultats. Ok? Donc maintenant, on va s'attarder sur la question, enfin sur le sujet qu'il est en train d'aborder. Et est-ce que, oui ou non, nos hommes politiques ont réellement droit à 20 millions? Alors, techniquement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est un petit peu plus complexe. Et oui, les hommes politiques ont droit à 20 millions de dépenses, mais ce n'est pas un droit. En réalité, les hommes politiques se font rembourser leur campagne en fonction de leurs résultats. Donc ça veut dire que globalement, ils doivent avancer les dépenses et ensuite, les dépenses seront remboursées en fonction des résultats obtenus lors des présidentielles. Ça tombe bien, je trouve que le sujet colle complètement à l'actualité puisqu'au moment où tu écouteras cette émission, on va entrer dans les campagnes présidentielles et c'est bien que tu saches ce qui se passe. Donc, si tu prends les montants actualisés pour l'élection de 2017, chacun des candidats présents au premier tour de scrutin ont finalement un plafond de dépenses tolérées qui est de 16 851 000 euros. Pour chacun des candidats présents au second tour, 22 509 000 euros de dépenses tolérées. Et en fonction des résultats obtenus maintenant, chacun des candidats peut prétendre à un remboursement. Donc maintenant, écoute bien, c'est là que ça devient très important. Tous les candidats qui vont recueillir plus de 5% des suffrages exprimés, alors là on est vraiment dans le out of mind, hein, on parle juste de suffrages exprimés, on n'est même pas dans des notions de premier et second tour. Ceux-là, ils vont avoir 800 000 euros, on va arrondir 800 423 euros pour les suffrages exprimés. Ensuite, tous les candidats qui sont présents au premier tour des élections, ils vont avoir 8 millions d'euros, 8 4 225 euros. Donc 8 004 225 euros pour le premier tour. Et pour le second tour, 10 691 725 euros pour les deux candidats présents au second tour. Donc si tu fais le total, Mardoché a raison, on est quasiment dans les 20 millions d'euros de remboursés pour les candidats. Il faut savoir qu'une fraction du plafond des dépenses électorales est répartie, ventilée, selon que les candidats aient recueilli plus ou moins de 5% des suffrages au premier tour et que les candidats ont plus ou moins de 47,5% pour les candidats présents au premier ou au second tour. Donc les 47%, je crois que ça fait très longtemps qu'on ne les a pas atteints. Mais tu vois que finalement, il a raison de souligner que effectivement, les campagnes présidentielles sont remboursées dans la mesure où les candidats obtiennent des résultats. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir un petit peu donc les sources que je viens de te donner, elles viennent finalement du Conseil constitutionnel. Et ici, je vais te donner globalement des éléments sur des campagnes qui ont déjà été menées pour que tu aies des retours de dépenses qui ont déjà été effectués pour que tu te fasses une idée de l'argent que dépensent nos hommes politiques. En gros, donc là je te donne encore un nouveau texte. Les campagnes électorales du présidentiel sont soumises à des règles strictes fixées par la loi. Il y a deux plafonds de dépenses et ça j'ai oublié de te le préciser mais je dois te le rajouter qui sont de 16,166 millions d'euros pour le premier tour et 21 millions d'euros pour le second tour. Ce qui veut dire qu'il y a deux plafonds à ne pas dépasser et dans lequel vont rentrer le cadre juridique que je viens de te donner qui sont les remboursements qu'il va y avoir derrière. À cela maintenant on va zoomer sur les candidats pour que ça te donne une idée. Un Olivier Besancenot, par exemple, avait dépensé 800 millions d'euros pour son premier tour, sauf qu'il n'avait touché que 4% de la population, donc il n'a eu que 800 millions de remboursés. 808 millions pour 800 millions de dépenses. Donc il y a 8 000 euros de bénéfices. Bon, là, dans la dépense que j'ai sous les yeux, on se retrouve à zéro. À mon avis, il y avait des frais annexes. Bref, on n'a pas trop le détail sur le budget. On a la somme précise qui a été remboursée. Donc voilà. Marie G. Buffett, 4,6 millions de dépensés, 1,9%, 93% au premier tour. Elle a eu que 808 millions de remboursements. Elle a perdu 3,8 millions. D'accord ? Gérard Chivardi, 1,1 million de dépensés. 0,34%, 808 millions de sommes remboursées,
0,3 million de dépenses finales. Ça c'est un cas à part. Ça veut dire que, et tu dois le savoir, le candidat s'est fait financer par des dons. Et tu as aussi le droit de le faire. On va prendre maintenant des candidats plus visibles pour que tu te fasses de meilleures idées. François Bayrou, à son époque, il a dépensé 10 millions d'euros de budget pour sa campagne. Il y a 18,5% d'intention de vote au premier tour. Il a eu en remboursement 8,08 millions d'euros. Dépenses totales 2 millions, il les a pris sur ses fonds propres. D'accord ? C'est vraiment très intéressant de voir comment se ventilent les campagnes. Si tu prends maintenant une Ségolène Royal, et ça c'est vraiment intéressant, Ségolène Royal, elle a dépensé 20 millions d'euros pour sa campagne, pour 25,8% d'intention au premier tour. Elle a touché 10,787 millions. Elle a donc perdu 10 millions. Ségolène Royal s'est fait financer par le parti. Et là, ça devient vraiment peut-être un petit peu problématique. Tu vas prendre maintenant un Nicolas Sarkozy qui a dépensé 19,8 millions avec 31 intentions de vote au premier tour. Il a donc remboursé, il a eu en remboursement 10,797 millions au premier tour et 10 millions de pertes. Donc là, ça te donne vraiment une idée de ce que peut coûter un premier tour. Alors bien évidemment, c'est des idées que je t'ai données ici, enfin des idées, des notions de dépenses. Et ça étaye quelque part un petit peu les propos de Marco qui nous dit que finalement les hommes politiques, même dans le cadre de la loi, ils nous prennent de l'argent. Et c'est pas faux. La vérité, et j'aurais dû mettre en exergue, je n'ai pas fait les recherches et je ne vais pas les faire, intéresse-toi à la campagne qu'il y a eu à Montpellier où finalement on a Rémi Gaillard qui s'est présenté face au maire de Montpellier. Et là, tu vas voir, ça donne mal à la tête. Rémi Gaillard, il a dépensé 1 500 euros pour sa campagne. Il a eu des résultats mais complètement hallucinants en utilisant les nouveaux outils actuels. Et en face de lui, on a eu un maire de Montpellier qui a continué à faire comme avant, campagne d'affichage, flyers, etc. Des dépenses qui n'ont plus de sens aujourd'hui et qui pour autant n'a pas eu des résultats ouf. Donc ça montre que, à mon sens, regardez ces chiffres-là, tout le monde devait le faire. Alors c'est marrant que dans le cadre d'une arnaque, je me retrouve à parler de ça. Ça montre réellement, à mon sens, toute l'ironie de la situation et tout le problème qu'il y a autour de l'argent dans notre pays. Il faut que, pour que les gens soient informés qu'un mec comme Marco Mouli, qui était au départ quand même un arnaqueur, passe à la télé sur une émission de grande audience, ça me catastrophe de dire ça, mais bon, c'est la réalité, donne les chiffres en disant aux Français, mais regardez, les hommes politiques, eux, ils nous prennent 20 millions d'euros, ça dérange personne. Fois le nombre de personnes, et encore là j'ai une liste non exhaustive de gens qui se sont présentés, si tu voyais les montants ça fait mal à la tête. Crois-moi que dans la colonne des dépenses, il y a plus de dépenses que ce qu'il y a de gains. Franchement c'est hallucinant qu'on en arrive là, et tu vas voir c'est pas terminé parce que au final Marco va encore ici maintenant te révéler de nouveaux éléments qui montrent que vraiment et définitivement pour moi en tout cas, on a un problème avec l'argent dans ce pays et je ne sais pas comment on pourrait le régler parce que vraiment c'est grave que peu de gens soient au courant de tout ce système qu'il y a politique et finalement on se retrouve avec des arnaqueurs qui passent à la télé, qui sont là et qui n'ont pas trop de problème à avoir fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils arrivent à se trouver des excuses dans nos hommes politiques. Parce que tu comprends pourquoi je les appelle les Jean-François. Franchement, je n'ai pas du tout envie de connaître leurs prénoms. Ces gens-là m'exècrent. Enfin bref. J'ai complètement débordé, l'émission commence à durer, on termine. Bah non. Toi, tu dois pas être condamné. Non, pourquoi? Mais déjà d'être là, t'es une escroquerie. Ouais, si vous voulez. Bah non, mais je suis moins brillant que vous. Dis-moi quelque chose. Que vous, j'ai pas détourné les mêmes sommes. Non, mais attends, mais on s'en fout des sommes, c'est pas l'argent qui compte. C'est le plus important, c'est de savoir le faire. Il y a une chose que je veux te dire, j'ai pas fait que ça dans ma vie. Je sais. À 18 ans, j'ai eu une boîte cotée en bourse. À 22 ans, j'en ai eu une autre. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai des trous dans la poche. Ouais. D'accord? Et quand je fais une affaire, je ne vois pas que c'est une arnaque ou pas une arnaque, j'avance. Mais la seule différence, fais 5 ans de prison, toi. Alors, allez, t'as pas pris comme moi, parce que je sais que t'es un escroc, mais fais 2 jours. Tu vas voir comment tu seras. Tu vas voir comment tu seras. Ça valait le coup? De quoi? C'était non, pas du tout. 5 ans de prison ou 2 ans de prison. Ça valait le coup pas? Ah non, c'est à refaire, je le referai pas, moi. Non, vraiment. Ah, non. Dans ce passage, il y a 2 éléments extrêmement importants. Le premier que tu verras pas sur Netflix, et ça c'est, on va dire, pour moi, très négatif parce que c'est quand même très important. Déjà, premièrement, j'ai fait des recherches et je suis vraiment désolé, mais j'ai absolument rien trouvé au point où je vais t'avouer que je remets presque en doute ce qu'il dit parce que malheureusement, je n'ai rien trouvé et j'aurais aimé trouver. J'aimerais vraiment savoir
les sociétés qu'a fait Marco Mouli, parce que pour le coup, je pense que c'est vrai, je ne le vois pas brandir ça comme ça et le sortir de son chapeau sans que ce soit vrai derrière. Mais en même temps, comme j'ai absolument rien trouvé, crois-moi, je sais chercher, ça me dérange un peu. Mais ici, on voit les deux facettes d'un homme qui est à la fois honnête, à la fois malhonnête, mais qui a surtout l'amour de l'argent. Et j'aimerais te préciser une chose, parce que là aussi, ça me donne l'occasion de te parler d'un sujet dont on ne parle jamais, c'est que tu peux avoir l'amour de l'argent et ne pas être malhonnête. On reproche souvent aux gens, finalement, d'être comme Marco Mouli, c'est d'aimer l'argent au point de basculer à un moment donné. Mais crois-moi, on prend encore plus de plaisir à gagner de l'argent honnêtement et à faire des montages clean et à augmenter ses bénéfices et à ne pas s'arrêter et bref, à aller dans la bonne direction sur ces bases-là, sur des bases saines que dans le malsain. Alors c'est vrai qu'après, on ne va pas se mentir, hein, le malsain va beaucoup plus vite que le sain. Mais la vérité, c'est qu'on peut atteindre les mêmes niveaux d'extase dans les business honnêtes. Et c'est triste, malgré tout, qu'on n'ait pas cet aspect-là de sa personnalité, parce que je pense que ça pourrait apporter un énorme bénéfice, justement, non seulement au crédit de cet homme, mais aussi, quelque part, à la dimension de ses propos. Parce que je pense qu'on est quelque part, on le regarde un peu avec un air comme si c'était un rigolo, alors que je pense que ça n'en est pas du tout, hein, mais alors loin de là. Et je crois que savoir précisément ce qu'il a fait avant amènerait encore plus de crédit finalement à ses comportements. Ensuite, il y a un truc que j'ai adoré, que je pense que tu as noté et je crois que tu sais pourquoi j'ai laissé ce passage. Il dit « on s'en fout des sommes, c'est pas ça qui est important, ce qui compte c'est de savoir faire ». Et là, vraiment, non seulement tu vas garder ça en tête pour la conclusion, mais surtout, je veux que tu saches qu'il a raison. Le plus important dans la vie, c'est de savoir faire. Ce n'est pas les actions en elles-mêmes. Si tu es capable de générer des 100, 500 millions d'euros par jour, si tu l'as fait une fois, tu sauras le refaire une autre fois. Si tu es capable de te contraindre dans une activité, par exemple, si tu es capable de ne pas manger pendant 3 jours, tu seras capable d'économiser de l'argent pendant 3 jours. Ce que tu es capable de faire dans un domaine, tu es capable de le faire dans un autre. Ce que tu es capable de faire une fois, tu es capable de le faire 100 fois. Le plus dur, c'est de trouver la méthodologie pour apprendre à faire, pour savoir faire. Et une fois que tu sais faire, tu sauras faire toujours. Donc, cherche à savoir plus qu'à comprendre. Parce que si tu sais faire, tu sauras toujours faire. On m'a posé la question, qu'est-ce que vous avez fait pour donner aux pauvres, c'est ça? Oui. Voilà, à peu près ça. Ouais. Vous savez, il y a des documents de dire que l'argent, combien j'en ai donné? J'ai donné 30% de l'argent que j'ai gagné au monde entier. Aux bonnes œuvres. Hein? Aux bonnes œuvres. Ouais. Et puis c'est marqué, il y a des écrits. Le plus important, c'est dans les dépositions, c'est pas moi qui le dis, c'est les juges. Alors, c'est pour ça que les juges m'aiment bien. Ça aussi, je l'ai mis. Je t'incite vraiment, on arrive à la fin. Hein. J'en ai plus pour quelques secondes sur ce passage. Je l'ai surtout mis pour que tu l'entendes. Parce que d'abord, donner, ça fait partie du cursus de l'argent. Ne te leurre pas. Tous les gens qui gagnent de l'argent, moi y compris, on te donne de l'argent. C'est normal en fait. Ça, c'est un aspect qu'on ne met jamais assez souvent en avant. Et le don, l'argent, comment t'expliquer? Ça ne peut pas ne servir qu'à cette échelle-là, qu'à une personne, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que tu donnes de l'argent en tout cas, moi c'est ma philosophie, je donne de l'argent à des causes, à des personnes avec qui je sais que l'argent va aller où je sais qu'il va aller. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent généralement à des gens qui vont s'en occuper. Et il y a un distinguo ici à faire avec l'État. Le problème de l'État, c'est que c'est opaque. On peut me dire tout ce qu'on veut, hein. Tu peux m'écrire et tout, etc. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec mes propos, mais pour moi, l'argent, c'est opaque. Enfin, l'argent de l'État est opaque. L'argent que je donne à l'État est opaque. Je ne sais pas ce que fait l'État de mon argent. D'abord, premièrement, on est tous d'accord pour s'accorder qu'on ne comprend pas ce qu'ils font de notre argent. Quand on voit le niveau de ponction de ce pays, on ne peut pas nier l'évidence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire autre chose que où va l'argent, premièrement. Et deuxièmement, et c'est ça qui est dérangeant, c'est que c'est opaque. Et tant que c'est opaque, les Français sont réticents à donner de l'argent à l'État. Mais je trouve plus sain, personnellement, de donner l'argent à une association, à un organisme qui va finalement utiliser l'argent qu'on leur donne pour une cause qui nous touche. Moi, je donne de l'argent à des activités, à des œuvres qui font des choses qui ont un lien avec ce que j'aime. Et ça a plus de sens. Et c'est ce que tu cherches, le sens. Quand tu gagnes de l'argent, tu recherches le sens. Et Marco Mouli, il le précise ici. À aucun moment, en tout cas, je ne l'ai pas noté dans le reportage de Netflix, c'est précisé ce qu'a fait Marco Mouli de son argent. On ne voit que le côté dépense. Or, c'est important ce qu'il dit là. Il a redonné sur ce qu'il a pris. Et ça, on peut penser ce qu'on a envie. Moi, je suis plus certain de l'argent qu'il a donné à des œuvres caritatives, qu'il a été utilisé pour ce à quoi a été destinée l'œuvre caritative, que s'il l'avait donné à l'État. C'est mon opinion, ça n'engage que moi, mais je voulais quand même le mettre.
J'ai pas fait ça avec l'argent du carbone. Hein. Et il y a une chose que je veux vous dire, quand ils sont venus m'arrêter, ils m'ont tout enlevé. Et c'est sincère, ils m'ont pris mes maisons, ils m'ont tout pris. Mais ils m'ont pris de l'argent d'avant aussi. Donc j'ai vraiment perdu beaucoup, moi. Ça veut dire qu'en réalité, et sincèrement, je vous le dis, j'ai rien gagné. Vous avez perdu combien? 8 ans de votre vie déjà. Ouais. En millions d'euros à peu près? Beaucoup. Tu veux que je te dise, si je te le dis à toi, tu auras mal à la tête. Un conseil que je te donne. Non, non. Vas-y, il a envie d'avoir mal à la tête. Vas-y, Ouais. vas-y. Greg, vas-y, combien t'as gagné? Je sais pas. Je me rappelle même pas, non, sérieux. Non, mais à peu près, Greg. Ah oui. Moi, il me reste que Vous des êtes tous souvenirs. les deux des entrepreneurs et vous n'êtes pas capable de Non, me mais donner Greg, un Mais chiffre. non, mais c'est pas ça, Vous c'était. avez non. gagné combien? 200 millions d'euros? De quoi? Non, qui vous... Moi, voilà, je te Le dis quelque procureur chose parle comme ça, de vous le savez. 283 millions. Moi, je dois... Que pour lui. Moi, non, que pour moi. Ah, que pour lui, c'est ça. Que pour lui. ouais. Moi, je Non, il dois- fait 3. Moi, je dois 283 millions d'euros. Il y a une chose que je vais te dire, on se revoit dans le sérieux. Hein. Ouais. Je me donne 3 ans pour les rembourser. Je le dis devant les juges. Quoi qu'il arrive, je rembourserai ma dette et je serai quitte. Voilà. C'est de l'honneur que je me mets, mais ils m'ont mis quand même 8 ans de prison. Voilà. Ah, mais c'est normal. Mais c'est justifié. Oui. Je te l'ai fait la division ou c'est bon, tu l'as fait de tête? Non, mais juste parce que tu vois, je me soucie de ton état mental, quoi. Ça veut dire que là, le mec, il sait déjà comment il va se faire 100 millions par an. Tu sais comment faire 100 millions par an? Non, je crois pas, non. Alors, on va revenir là-dessus. Une seconde, je vais t'expliquer 2-3 trucs. On va commencer par le départ. Déjà, c'est drôle parce qu'il y a une hésitation à parler de ces chiffres-là. Je pense que tu l'as ressenti. Et c'est marrant comment Marco Mouli se dédouane sur Grégory Zawi. T'as gagné combien, toi? Tu vois, et finalement, personne ne veut répondre. Et tu remarqueras qu'il y aura eu tout le long de cette émission, et tu le remarqueras aussi dans le reportage sur Netflix, il y a vraiment, j'ai envie de dire, un flou autour de tout ça. C'est-à-dire qu'en même temps, tu comprends et tu vois qu'ils arrivent à compter très vite et qu'ils savent. Et d'un autre côté, tu vois qu'ils ne veulent pas dire, en fait. Qu'il y a des choses dont ils ne veulent pas parler. Et c'est respectable. Je n'ai aucun jugement là-dessus. D'aucune manière. Il n'y a pas de négatif ou rien dans ma bouche. Mais voilà. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est quand Stevie leur dit « Vous êtes des entrepreneurs ». Oui, ce sont des entrepreneurs, parce que comme ils l'ont dit, ils ont été entrepreneurs avant d'être arnaqueurs. Mais ce sont des entrepreneurs arnaqueurs. Ils font les deux. Et ça, il faut le préciser. Alors, ça reste des entrepreneurs, mais des entrepreneurs du côté sombre de la force. C'est le dark side, c'est Dark Vador de l'entrepreneuriat. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Il a aussi le côté clair en lui, comme nous tous, et il est capable aussi de faire des vraies sociétés. Et je pense que quand il dit les 283 millions, je vais les rembourser dans les 3 ans qui arrivent, il a un plan dans sa tête avec un vrai système, un système légal. Ce qui m'amène au point de tout à l'heure que j'ai souligné, qui est capital, et que tu dois garder dans ta tête, le savoir-faire. Je peux te montrer comment je pêche des poissons. Je peux te le montrer, je peux te le raconter, je peux te le dire. Mais si je te l'apprends, tu sauras le faire toi-même. C'est plus important d'apprendre à faire que d'obtenir. Ça veut dire que même si demain, on te donne une recette, tant que tu ne la maîtrises pas, tu ne la connais pas. Et je veux qu'on soit bien clair. Je vais te le dire comme ça parce que je veux que tu l'entendes vraiment. Si il te faut 3 ans à travailler gratuitement pour apprendre une méthode pour gagner de l'argent, ça a plus de valeur qu'avoir un salaire tout de suite. Peu importe le montant du salaire. On va mettre des chiffres maintenant pour que tu comprennes. Imaginons que ton salaire que je peux t'obtenir là tout de suite, c'est 10 000 euros par mois. Tu peux obtenir 10 000 euros par mois en travaillant pour une entreprise. Là, je peux t'obtenir le revenu. Mais que d'un autre côté, je peux te faire travailler pendant 10 ans gratuitement, mais tu sais gagner 100 millions par an. Qu'est-ce que tu choisis? 10 ans gratuits pour encaisser après 100 millions par an ou tout de suite 10 000 euros par mois? C'est ça en fait la vie. C'est ça la vie. Et voilà, je ne vais pas revenir, regarde le reportage et tout, etc. Il va y avoir d'autres émissions là qui vont suivre. Je n'ai pas encore le chiffre, je suis dans le flou. J'hésite entre une trilogie ou juste une série de 2 épisodes. Je pense qu'on va partir sur une trilogie. J'ai bien envie, j'ai une idée un peu what the fuck dans la tête, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Mais cette émission, elle a été longue à faire parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment et j'ai pas le temps de tout faire, donc je m'excuse pour le retard de cette émission, mais crois-moi, elle va valoir le coup à l'arrivée. J'ai une très très bonne idée en tête et on va partir là-dessus. Allez, on part sur une trilogie. Je prends la décision en même temps que je fais le podcast. Sache que l'important dans la vie, c'est les choix que tu fais. L'important dans la vie, c'est les choix que tu fais pour développer ton savoir-faire. Si tu comprends ça, tu comprends Marco Mouli,
Tu comprends l'arnaque de la taxe au CO2. Tu comprends qu'avant l'arnaque de la taxe au CO2, il y a eu une expérience de vie qui les a conduits à accéder à ces sommes-là. Et tu comprends que ce n'est pas la méthode que tu emploies qui t'amènera au résultat. C'est l'histoire que tu vas vivre. Vis ton histoire. Vis ta vie pour raconter une histoire. Et on se reverra dans quelques années et tu me remercieras. Pense à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast. Rejoins-moi sur immobiliercompagnie.com, soit dans l'onglet formation pour travailler avec moi, soit dans l'onglet livres si tu veux mes bouquins. Tu cliques, tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Et sinon, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!